Et il est 16h sur BFM TV. Merci d'être avec nous pour votre après-info. À la une ce samedi, François Bayrou qui prendra la parole lundi après-midi pour entamer une rentrée qui s'annonce délicate sur le plan politique. En ligne de mire, le budget et la menace d'une motion de censure. Et cette mobilisation prévue le 10 septembre, on fera le point avec notre invité dans un instant. Nous reviendrons également sur cette actualité. Un homme poignardé à plusieurs reprises à un arrêt de tramway de la Porte de Vence, c'est dans le sud de Paris. Une altercation qui a éclaté la nuit dernière alors qu'il défendait sa compagne. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Les précisions dans un instant de Boris Karlamov. À la une aussi, la convocation de l'ambassadrice d'Italie après des propos jugés inacceptables de Matteo Salvini sur Emmanuel Macron. Au cœur de la polémique, le soutien de la France à l'envoi de troupes en Ukraine. Est-ce le début d'une brouille diplomatique entre les deux pays? On se posera la question. Et puis ça y est, l'heure de la fin des vacances approche pour bon nombre d'entre nous, c'est même déjà le cas. Et sur les routes, la journée est classée rouge et même noire sur le bassin méditerranéen aujourd'hui dans le sens des retours. Nous serons avec ces chanceux malgré tout qui, eux, commencent seulement leur congé. La rentrée politique s'annonce donc explosive. Il y a évidemment ce budget à boucler avec la menace d'une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement. François Bayrou tiendra d'ailleurs une conférence de presse lundi après-midi. On va y revenir dans quelques secondes avec Léopold Audebert. Et puis il y a cet appel à bloquer la France le 10 septembre. Oui, appel bien entendu par les partis politiques de gauche qui soutiennent globalement le mouvement. Mais la classe politique, vous allez le voir, reste divisée. Pierre de Smith. C'est une date qui divise profondément la scène politique en cette rentrée. Le 10 septembre, un mouvement de débrayage et de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux pour obtenir un blocage généralisé du pays. Objectif, dénoncer une politique budgétaire jugée injuste et déconnectée. Ce mouvement, repris par la classe politique, est soutenu par le Rassemblement national. Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a adressé une lettre à M. Bayrou pour l'alerter sur la dangerosité de son budget. Il est impensable qu'on vienne supprimer des jours fériés aux Français qui travaillent. Il est impensable qu'on gèle les pensions de retraite. Une menace d'un arrêt total du pays dénonce les députés du parti présidentiel qui redoutent une dégradation de la situation budgétaire française. Je pense que si nous devons espérer quelque chose pour notre pays à la rentrée, c'est d'être dans cette capacité, tous ensemble, à relever les manches et à travailler pour répondre à l'enjeu budgétaire. J'appelle le Rassemblement national à se mettre à travailler lors des périodes budgétaires avant de commencer à menacer. Le budget de François Bayrou prévoit près de 44 milliards d'euros d'économies l'an prochain, ce qui est jugé inapplicable par l'opposition. Le Premier ministre aborde une rentrée délicate. Sa position à Matignon est désormais fragilisée. Cette mobilisation, elle peut avoir, ce qui n'était pas le cas pour les Gilets jaunes, un débouché politique avec le vote de la censure. Au moment des Gilets jaunes, l'exécutif avait une majorité absolue. Là, il n'a pas de majorité et donc il peut être soumis à une censure par ses oppositions. Le mouvement Bloquons tout a également reçu le soutien de la France insoumise et des écologistes ces derniers jours. Le gouvernement marche donc sur des œufs en cette rentrée, Léopold Audebert, avec cette annonce là qui est tombée en fin de matinée, cette conférence de presse qu'on n'attendait pas forcément en début de semaine. Oui, il marche sur des œufs, même peut-être pire encore. Quand on voit le contexte pour François Bayrou et ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, on se dit que là, le Premier ministre veut prendre la parole pour une bonne raison. La question, c'est laquelle ? Et pour l'instant, quand on interroge l'entourage de François Bayrou et même des personnes qui le connaissent très bien, pour l'instant, on nous dit on n'a pas tout compris encore à ce qui va se passer. Et c'est vrai que rien ne filtre du contenu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il sera encore une fois question de budget. Je dis encore une fois parce que je vous rappelle qu'en juillet, il y avait eu cette première conférence de presse avec à l'intérieur de la salle des journalistes, mais aussi des membres des oppositions. Il y avait par exemple pour le Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy ou encore pour la France insoumise Éric Coquerel. Et puis également une ribambelle de ministres qui étaient là pour soutenir leur patron en quelque sorte qui présentait ses grandes orientations. 44 milliards d'euros d'économies. Donc ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, c'était cette série de petites pastilles vidéo distillées tout au long de l'été par François Bayrou. Très pédagogique, qui se voulait pédagogique. Oui, qui tentait en tout cas effectivement de faire passer des messages en expliquant, je cite, la nécessité de faire ces économies, comme si on n'avait pas compris pendant la première conférence de presse l'urgence selon le Premier ministre. Et donc là, peut-être se dit-il qu'il faut en remettre en quelque sorte une couche pour vraiment affirmer que, attention, l'automne arrive, le budget plus que jamais peut l'impacter. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a deux facteurs qui justifient potentiellement sa prise de parole. Le premier facteur, c'est ce que vous avez évoqué, ce potentiel mouvement social important du 10 septembre. On ne sait pas encore quelle sera l'ampleur, quels seront tous les secteurs concernés, mais il y a ce fantôme, ce spectre des Gilets jaunes qui
qui évidemment est dans la tête de beaucoup de ministres, également d'entourage de François Bayrou. Et puis le deuxième point, c'est évidemment cette motion de censure qui a déjà été annoncée comme étant déposée par la France Insoumise dès la rentrée. La question maintenant, c'est est-ce que les autres partis vont suivre cette motion de censure? À gauche, la réponse est plutôt oui. Ouais. Tous les regards, une nouvelle fois, sont tournés vers le Rassemblement national. Et je vous rappelle que pour qu'une motion de censure passe, il faut que chacun y trouve un intérêt dans les oppositions. Est-ce que le Rassemblement national a un intérêt à ce que maintenant François Bayrou tombe? Pour quelles conséquences derrière? Marine Le Pen avait déjà théorisé que ça serait plutôt au moment du budget, vraiment du vote du budget, qu'il tomberait, donc plutôt en novembre ou en décembre. On verra si elle change d'avis. Donc on sait qu'il y aura cette conférence de presse lundi, 16h. On ne sait pas encore sur quel thème. Les options sont nombreuses. Il y a du choix. Mais on sait aussi qu'il y a ces consultations donc, qui sont prévues également par des membres du gouvernement, qui vont recevoir les partenaires sociaux, qui vont recevoir les groupes parlementaires également la semaine prochaine. Et à ce stade, c'est maintenu. Je dis bien à ce stade parce que dans ce genre de configuration, vous avez cette énorme annonce qui est arrivé à la mi-journée, conférence de presse du Premier ministre, ça peut laisser entendre que des plans vont être revus, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc oui, il y a ceinture et bretelles pour les ministres actuellement qui font attention et qui se disent « Oula, qu'est-ce qui nous attend dans quelques semaines? On a un budget, on a des mobilisations potentiellement dans la rue. » Ça fait beaucoup d'un coup. Je rajoute à ça, mais c'est très important, le contexte international. Là, c'est le chef de l'État qui est en première ligne sur ça. Mais est-ce que vraiment, dans ce contexte, une motion de censure va être adoptée? Sachant que l'actualité nous l'a montré ces dernières semaines, tout est très mouvant. Il faudra voir. C'est sûr que François Bayrou va encore appeler à, je cite, la responsabilité des partis. On verra ce qu'il en est ensuite vraiment. On sait d'ailleurs que le président de la République et François Bayrou se sont entretenus jeudi au fort de Brégançon. Il y a eu des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Et vous avez raison de le rappeler parce que je vais vous lire les 4 phrases d'annonce de Matignon à la mi-journée qui expliquent qu'il y a eu une décision actée pour cette conférence de presse. Ça commence comme ça. Le président de la République et le Premier ministre se sont rencontrés le jeudi 21 août 2025 à Brégançon. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse ce lundi 25 août à 16h. C'est très étrange comme formulation, il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais vous voyez qu'on rappelle quand même dans un premier temps. Il y a quoi comme ponctuation entre les deux? Ça peut peut-être expliquer. Il y a un point. Et puis ensuite, le Premier ministre tiendra une conférence de presse. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet. On ne fait pas le lien entre ce rendez-vous de jeudi soir et cette conférence de presse, mais c'est certain qu'il en a été question. Si on nous met cette phrase sous les yeux, c'est bien qu'il a été question de ça et que le président de la République était au courant que cette conférence de presse serait organisée dans les prochaines heures. Merci beaucoup Léopold pour ces précisions. Nous sommes également à distance avec Patricia Drevon. Bonjour, vous êtes secrétaire confédérale de Force ouvrière. On aimerait tout d'abord revenir justement sur cette conférence de presse annoncée de manière un peu surprise, qui sera donc donnée par le Premier ministre lundi à 16h. Vous serez attentif à Force ouvrière à ce que dira le Premier ministre, on imagine? Bonjour. Oui, on sera attentif. On va écouter ce qu'il a à dire, quel message il veut faire passer, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous écouterez? À quoi vous vous attendez précisément? Est-ce que vous avez des attentes particulières? S'il pouvait revenir sur les annonces qu'il avait faites sur le budget, notamment de faire porter tout le poids de l'austérité sur les salariés, ça nous irait très bien. Mais je ne pense pas qu'on soit sur un revirement total dès lundi. Parce qu'il y a on le disait, en ligne de mire et on le voit à l'écran, cette mobilisation du 10 septembre avec une potentielle France à l'arrêt. Est-ce que vous allez participer justement à cette mobilisation ou est-ce que vous attendez justement de voir ce que va dire le Premier ministre lundi? Le 10 septembre, pour l'instant, nos organisations syndicales n'appellent pas. Il y a une intersyndicale qui aura lieu le 1er septembre, et c'est l'intersyndicale du 1er septembre qui décidera d'une date et des modalités de cette date. Est-ce que la prise de parole donc, du Premier ministre lundi pourrait éventuellement orienter votre décision lors de cette intersyndicale qui aura lieu donc, le lundi suivant? Sur le 10 septembre, non, je ne pense pas. Mais par contre, s'il revient sur ce qu'il a annoncé, écoutez, ça fera l'objet du coup des discussions de l'intersyndicale. Mais on ne sait même pas aujourd'hui s'il va vraiment parler du budget ou s'il va parler d'autre chose. Donc c'est un petit peu tôt du coup pour pouvoir se prononcer de manière efficace. On le voit à l'écran, la SNCF, les taxis, le secteur de l'énergie, les pharmacies aussi. Il y a plusieurs secteurs qui vont se mobiliser en cette rentrée. Est-ce qu'elle aura un parfum particulier, cette rentrée 2025 ? La rentrée sociale, si les mesures budgétaires annoncées par le Premier ministre ils persistent, oui, il y aura une rentrée sociale compliquée parce que les salariés sont déterminés à ne pas accepter d'être les seuls à payer
à être les seuls à chaque fois à devoir contribuer. Donc oui, on va avoir une rentrée sociale compliquée. Ça veut dire quoi compliqué concrètement? Est-ce qu'il y aura des appels justement à la mobilisation? Alors, il y aura sans doute un appel en intersyndical à la mobilisation. Après, on va déterminer la date et les modalités. Mais on voit bien que la colère, elle est là. La colère, elle est là depuis la réforme des retraites, où on n'a pas écouté les salariés, on n'a pas écouté les citoyens même, qui étaient absolument opposés à cette réforme. On a méprisé le mouvement social de l'époque et la colère, elle est toujours là. Donc, elle est prête à se réveiller à tout moment. Et là, les annonces faites de budget d'austérité qui posent sur les salariés, eh ben, ça remet de l'huile sur un feu qui n'était pas éteint. Oui, vous le disiez, hein, donc la mobilisation est possible en intersyndical, que ce soit le 10 septembre ou à une autre date, on vous a bien compris, c'est encore évidemment à l'étude. Sur la base de quelles revendications précisément? Il y aura, dans les bases de revendication, il y aura le retrait d'une grosse partie des mesures proposées par le Premier ministre pour équilibrer son budget. Toutes les mesures qu'il a annoncées reposent sur les salariés, donc on va forcément lui demander de revoir sa copie. Avec des contre-propositions de votre part? On en a déjà fait plein. On a aujourd'hui, il y a des mesures sur la fiscalité à revoir, il y a des choses. Les exonérations de cotisations, on en parle régulièrement, mais c'est quand même le cœur du problème. On est à 211 milliards d'exonérations de cotisations sociales et d'allègements fiscaux sans aucune contrepartie. Avant d'aller chercher dans les poches des salariés, je pense qu'on peut commencer à regarder pour mettre des contreparties et voir si toutes ces aides et cet accompagnement des entreprises est indispensable. Plusieurs rapports ont démontré que ça n'était pas. Merci beaucoup Patricia Drevon d'avoir été avec nous, secrétaire confédérale de Force ouvrière. On a donc compris que vous ne participez pas à date à cette manifestation du 10 septembre. Tout sera décidé lors de l'intersyndicale du 1er septembre. Merci d'avoir été avec nous. Autre rendez-vous politique sur BFM TV, c'est cette interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera en direct à partir de 19h avec Anthony Lebos depuis Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme, où se tiennent les universités d'été de la France insoumise. 16h11, cet homme poignardé la nuit dernière à plusieurs reprises, c'était dans le sud de Paris, poignardé pour avoir défendu sa compagne dans le tramway. Boris Karlamov, vous êtes avec nous en plateau du service de police-justice. L'homme, la victime, a été grièvement blessé. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé à l'heure où on se parle, mais que s'est-il passé? Oui, c'est une agression d'une violence inouïe. Les faits se sont donc déroulés la nuit dernière dans le 14e arrondissement de Paris, aux alentours de 12h30. Il y a un couple qui voyage à bord d'un tramway et là se trouve un homme dans le wagon qui va être amené à bousculer la jeune femme et à insulter ce couple. Une altercation éclate entre le compagnon de la jeune femme et le premier individu. Les deux décident alors de quitter le tramway et descendent à l'arrêt de tram de la Porte de Vanves, toujours dans le 14e arrondissement, dans le sud de la capitale. Et là, il y a des premiers échanges de coups de poing. Oui, mais voilà, le premier individu va sortir un couteau et agresser au couteau le compagnon de la jeune femme avec de nombreux coups de couteau, au moins 6 coups portés sur sa victime. La victime va être grièvement blessée, transportée en urgence absolue à l'hôpital Georges Pompidou, mais à ce stade, son pronostic vital n'est plus engagé. Quant à la jeune femme, elle est restée en sécurité dans le wagon du tramway. Que sait-on, Boris, du profil de la victime et de l'agresseur présumé? Alors, la victime, elle est âgée d'une vingtaine d'années, toujours hospitalisée, mais elle est désormais sortie d'affaires. Ses jours ne sont plus en danger. Et quant aux mises en cause, il a été rapidement interpellé. Avant cela, localisé dans le 15e arrondissement de Paris, puisqu'en fait, il y avait beaucoup de témoins. Beaucoup de personnes ont assisté à cette scène, donc ils ont pu rapidement l'identifier. Lorsque l'équipage de police secours localise l'individu, il présente des taches de sang sur ses mains. Cet homme âgé de 42 ans va être placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Selon nos informations, il est connu défavorablement des services de police et l'enquête elle est désormais confiée au 3e district de police judiciaire de Paris pour essayer de comprendre les motivations de cette agression qui a pour le moins assez mal tourné, puisque tout part d'un homme qui bouscule une jeune femme avant qu'on ne lui porte au moins 6 coups de couteau. Merci beaucoup pour ces précisions, Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. L'actualité à l'étranger à présent avec les Nations Unies qui ont officiellement déclaré donc hier une famine dans la bande de Gaza avec plus d'1 demi-million de Gazaouis qui affrontent des conditions, je cite, catastrophiques. Oui, et Israël dénonce un mensonge éhonté. Et dans ce contexte, de nouvelles frappes ont touché la bande de Gaza ces dernières heures. Les derniers éléments et le récit de Loïc Gazard.
Ce samedi à l'aube, les bombardements se poursuivent, 3 jours après que l'armée israélienne a lancé son opération pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Dans les décombres, ses habitants cherchent des survivants. Ils menacent d'envahir Gaza, mais que reste-t-il de Gaza? Il n'y a plus rien à Gaza, juste la mer et quelques maisons. Ils occupent 70-80% du territoire. Les frontières sont fermées, pas de nourriture, pas de vie. Même les enfants n'ont pas de vie à vivre. Des bombardements aussi dans le sud de la bande de Gaza. Cette femme pleure 2 de ses proches, des enfants tués par un missile qui a frappé leur tente. Pendant qu'ils dormaient, ils ont été frappés par 2 missiles. Pendant qu'ils dormaient, on a perdu toute une famille. Lui, il priait. Il était en train de prier. Ses enfants sont partis. Pendant ce temps, les Palestiniens peinent toujours à trouver des distributions d'eau et de nourriture. Hier, pour la première fois, concernant un territoire du Moyen-Orient, l'ONU a déclaré une situation de famine qui pourrait empirer dans les semaines à venir. C'est un demi-million de personnes qui doivent vivre dans des conditions catastrophiques et 1 million de personnes, soit 54% de la population, fait face à une crise de 4e catégorie. D'ici septembre de cette année, septembre 2025, la famine va s'étendre. Selon l'organisation, la famine pourrait notamment s'étendre au centre et au sud de la bande de Gaza. Dans l'actualité également, toujours à l'international, en Ukraine cette fois-ci, il y a la Russie qui a revendiqué aujourd'hui la prise de 2 villages dans la région ukrainienne du Donetsk, dans l'est du pays. L'armée russe qui occupe environ 20% du territoire ukrainien à l'heure actuelle. Et sur le plan diplomatique, la France a convoqué l'ambassadrice d'Italie en France après des propos jugés inacceptables. Ils ont été tenus par Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine. Écoutez. Si Emmanuel Macron veut y aller, qu'il y aille, mais seul. Car pas un Français ne le suivrait, je pense. Et certainement pas les soldats italiens. C'est ma position en tant que vice-président du Conseil italien, en tant que ministre, secrétaire de la Ligue et parent. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine, c'est certain. Le général Jérôme Pellistrandi est avec nous, consultant défense BFM TV, avec cette déclaration qui prend de l'ampleur en Italie. Oui, parce que en fait, l'attaque frontale de Matteo Salvini à l'égard de la France et notamment du président Emmanuel Macron intervient à un mauvais moment, alors même qu'il y a quelques jours, la présidente du gouvernement, donc Giorgia Meloni, était avec le président Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, à Washington, pour montrer la solidarité des Européens avec Volodymyr Zelensky. Alors d'une part, Matteo Salvini raconte, excusez-moi, n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'envoyer des forces faire la guerre à la Russie, il s'agit d'envisager, à l'issue d'un processus de cessez-le-feu, de mettre des forces qui permettraient de garantir la sécurité de l'Ukraine. Bon. Et Giorgia Meloni a fait savoir qu'elle n'est pas favorable à l'envoi de troupes italiennes, pour des raisons propres à la politique intérieure italienne. Mais là, les déclarations de Matteo Salvini, qui sont d'abord extrêmement grossières, sont en train de provoquer une petite crise en Italie, parce que d'abord, il met en porte-à-faux la présidente du Conseil. Ses propos sont quasi vulgaires à l'égard de la France. Et donc, on voit bien qu'il commence à y avoir un clivage. Et on attend une réaction, justement, de Giorgia Meloni sur les propos de son vice-premier ministre. Ouais, mais c'est d'autant plus étonnant qu'il ne fait pas partie de l'opposition. Donc cette position antagoniste, elle surprend. Ben exactement, parce qu'il serait dans l'opposition, ce serait des propos d'un opposant, mais il doit être solidaire du gouvernement de Giorgia Meloni. Mais il faut quand même également rappeler que Matteo Salvini est d'abord à une position qui a toujours été favorable à la Russie. En 2014, il considère que l'annexion de la Crimée par la Russie est légitime. Il est contre les sanctions à l'égard de la Russie, mais ça intervient à un très mauvais moment, sachant bien entendu que, et c'est de notoriété publique, les relations entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ne sont pas excellentes. Donc là, oui, il va falloir suivre de près ce qui va se passer à Rome et quelle va être effectivement la réponse de la présidente donc du Conseil à l'égard de son premier ministre, enfin de son vice-président, et bien sûr à l'égard de la France et du président de la République. Parce qu'il a été rappelé à l'ambassadrice que ses propos allaient à l'encontre du climat de confiance entre les deux pays. Est-ce qu'il y a là un risque de brouille entre les deux pays ?
Non, parce qu'il y a des dirigeants responsables. Mais ce n'est pas sain de la part d'un homme politique appartenant à une coalition de tenir de tels propos à la fois vulgaires et qui, en quelque sorte, en plus sont en contradiction avec la position même du gouvernement auquel il appartient. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, de nous avoir aidé à décrypter ces dernières déclarations depuis l'Italie. Prenons maintenant la direction de l'Espagne où de violents incendies, vous le savez, ravagent une grande partie du pays depuis 2 semaines maintenant. On se rapproche tout de même de la fin. C'est ce qu'a déclaré ce matin la directrice générale de la protection civile. Il resterait 18 incendies de forêt actifs alors que l'on dénombre déjà 4 morts et des centaines de milliers d'hectares détruits. Écoutez la chef de la protection civile espagnole. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de nombreux incendies maîtrisés, stabilisés. Mais nous avons encore 13 incendies de forêt actifs dans 3 communautés autonomes et nous allons donc continuer cette surveillance, ce suivi permanent, 24 heures sur 24, de l'évolution de chacun d'entre eux. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant à Madrid. C'est donc une bonne nouvelle annoncée par la chef de la protection civile espagnole. Après, on l'a dit, un bilan très lourd déjà pour le pays. Ça commence à aller mieux. Les mots précis de la directrice de la protection civile, c'est on est beaucoup plus proche de la fin des grands incendies. C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Barcones à la télévision publique espagnole, TVE. Parmi ces grands incendies désormais contrôlés, il y a celui de Jarilla, donc on est en Estrémadure, à l'ouest du pays. On surnommait ici cet incendie El Monstro, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui tout seul, ce Monstro. Tout n'est tout de même pas terminé ni sous contrôle. La directrice de la protection civile a ajouté qu'il y a encore 18 feux de forêt actifs, dont 17, presque tous de niveau 2, c'est-à-dire dangereux pour les personnes et pour les habitats. Il y a un incendie qui préoccupe particulièrement en ce moment, c'est celui d'Igüeña. On est dans la province de Léon, c'est donc au nord-ouest du pays, et c'est effectivement ce quart nord-ouest de l'Espagne qui est frappé par cette série d'incendies hors du commun. On est, vous l'avez dit, à 400 000 hectares brûlés selon les dernières estimations. Il faut remonter à 30 ans, à 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur. On était à l'époque à 437 000 hectares, autant dire que c'est un chiffre que l'on peut atteindre d'ici la fin de l'année 2025. Les dates de cette quinzaine noire en Espagne correspondent à celles de la vague de chaleur qui a frappé le pays pendant 16 jours, et l'accalmie des feux coïncide aussi avec le relatif rafraîchissement des températures ces derniers jours. Donc ça confirme que malgré les efforts immenses des pompiers, des autorités et même parfois des résidents, ces feux sont souvent incontrôlables, parfois même impossibles à éteindre tout bonnement. Ils ne terminent que quand la météo le permet, et les secours ne peuvent souvent faire qu'une seule chose, tenter de protéger les populations et leurs habitations. Des feux de végétation qui ravagent également le Portugal. Le Portugal où un pompier a été tué justement dans cette lutte contre le feu. Il a été blessé en combattant un incendie forestier. Ça s'est passé dans la commune de Sabugal, dans le nord du pays. Vous le voyez sur cette carte. La présidence portugaise a présenté ses condoléances à la famille de la victime. C'est donc la 4e victime de ces incendies de l'été au Portugal. L'infotrafic tout de suite. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et ça y est Fanny, les vacances s'achèvent pour bon nombre d'entre vous. En témoignent les prévisions. Trafic de bisons futés, regardez, c'est rouge dans tout le pays ce samedi dans le sens des retours et même noir sur le bassin méditerranéen. Prudence donc. Oui, il y a donc de ceux qui rentrent, il y a aussi certains chanceux. Ils sont peut-être moins nombreux, mais tout de même, ils débutent seulement maintenant leur congé. On retrouve Frédéric Fernandez à Annecy. Frédéric, vous attendez donc des vacanciers de la fin août, de la dernière minute. Le bilan est déjà bon aussi. En cette dernière semaine donc de vacances, certains viennent d'arriver alors que d'autres touristes viennent de quitter leur emplacement de tente. C'était notamment ce matin l'heure de faire les bagages, de tout remballer, soit dans les voitures, dans les camping-cars, etc. Mais c'est aussi l'heure pour justement vous, Serge, qui êtes le gérant de ce camping, de faire un premier bilan de la saison. Dites-nous, quel bilan vous faites ? Un bilan très positif, ma foi. On a eu beaucoup de monde et surtout un très bon climat. Ça vraiment en fonction du temps, que les gens viennent, restent ou pas. Et c'est vrai que cette année, on a été vraiment gâtés. Quelle fréquentation peut être sur juin, juillet, août, des chiffres ?
Des chiffres, on avait une moyenne de taux de remplissage 95% en juin, 100% en juillet, et là on va arriver à 100% en août. Donc même si le commerçant se plaint, nous on se plaint pas. Dites-moi, est-ce que j'entendais tout à l'heure le téléphone sonner, vous êtes obligé de dire à toutes les personnes qui appellent que vous êtes encore 100% complet? On est complet encore. Mais là, ça va changer dès demain. Dès demain, ça va commencer à se libérer et ça va être comme ça jusqu'à notre fermeture qui est prévue le 2 octobre. Comment se passe aussi, peut-être un mot sur l'arrière-saison? Là aussi, il y a quand même pas mal de réservations, de plus en plus au fur et à mesure des années. De plus en plus, ouais. On va dire, les jeunes retraités sont aussi très nombreux et encore une fois, c'est le climat qui vont les faire venir ou pas. Dès qu'il fait beau, il y a une plage de météo sur 8-10 jours de beau temps. On est sûr de récupérer beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre témoignage, Serge. Donc, des vacances qui touchent à leur fin pour certains. Pour d'autres, elles commencent, puisque par exemple, ici, dans ce camping aujourd'hui, il y a 40 départs, mais aussi 40 arrivées. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. À 16h25, on voulait aussi vous montrer ces images spectaculaires d'un volcan en éruption. Ça se passe à Hawaï. Regardez, ce volcan, il a repris son activité vendredi pour la 31e fois depuis le mois de décembre, avec une éruption de lave de 30 mètres de haut. Images spectaculaires et des images qui sont toujours en direct d'ailleurs sur BFM TV. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Des images spectaculaires, en effet. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur cette agression qui a eu lieu malheureusement la nuit dernière à Paris, dans une station de tramway du sud de la capitale. Un homme a été poignardé. Nous en parlerons également avec cette actualité politique et François Bayrou qui évidemment se prépare à une rentrée politique très agitée, avec des colères qui pourraient se manifester le 10 septembre notamment, mais surtout une prise de parole que le Premier ministre accordera lundi à 16h. Pour dire quoi? Nous décrypterons cette actualité dans notre journal de 16h30, mais avant cela, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'est un temps calme et ensoleillé qui s'annonce pour ce dimanche, avec des conditions anticycloniques. À noter uniquement en matinée quelques passages nuageux au nord du pays et quelques averses pour les Alpes frontalières ou encore le nord-est de l'île de Beauté. Sinon, c'est déjà très lumineux dès le lever du jour dans l'après-midi. Assez peu d'évolution. On retrouve ces quelques cumulus pour le nord du territoire. Encore quelques averses entre l'extrême sud-est et le nord-est de la Corse. On note quelques orages possibles du côté des Pyrénées-Orientales et puis le ciel sera un petit peu plus dense, un voile nuageux un petit peu plus épais du côté de la pointe bretonne et le Mistral soufflera jusqu'à près de 40 km/h. Du côté du Mercure, au lever du jour, seulement 8 petits degrés à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Paris ou à Bordeaux, 17 degrés autour du golfe du Lion, 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on observera une hausse des températures particulièrement sensible du côté du sud-ouest du territoire, 31 degrés pour Limoges, pour Bordeaux ou encore Toulouse. Sinon, 25 degrés pour la capitale, 27 à Lyon ou sur la Côte d'Azur et 30 degrés à Marseille. Par la suite, nous allons conserver lundi un temps encore calme, plus ensoleillé au nord du territoire qu'au sud, avec sur cette frange sud quelques averses attendues, quelques coups de tonnerre encore possibles en Corse ou encore du côté des Pyrénées-Orientales. Puis à partir de mardi et pour ce milieu de semaine, l'arrivée de l'ancien ouragan Erin qui devrait apporter pas mal d'instabilité orageuse déjà présente mardi. Ça arrive par le nord-ouest du territoire. On pourra avoir aussi quelques orages sur les régions centrales et puis cela va toucher une bonne partie du pays pour mercredi, mais pas seulement. Ce sera le cas aussi pour jeudi et ces orages devraient durer jusqu'en fin de semaine. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour.
C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. 16h30 à la une de l'après-info. Ce samedi, cette rentrée politique s'annonce mouvementée alors que se tiennent les universités d'été de plusieurs partis. À gauche, les contours de la participation du mouvement citoyen Bloquons tout le 10 septembre se précisent. Les syndicats continuent de réfléchir et pour parer à la contestation sur son budget, François Bayrou annonce une conférence de presse. Ce sera lundi à 16h. Nous serons également auprès d'Anthony Lebos qui interviewera en direct Jean-Luc Mélenchon ce soir, le chef de file de la France Insoumise qui préside donc cette université d'été de son parti et s'apprête à censurer le gouvernement dès la rentrée parlementaire. À la une aussi, cet homme grièvement blessé après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le 14e arrondissement de Paris la nuit dernière, les suites d'une altercation dans le tramway. Après des insultes proférées à l'encontre de la compagne de la victime, l'agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. Nous ferons le point sur l'enquête avec Laura Baquet dans un instant. Et puis le sud de la France, le sud-est qui reste également vigilant face au risque de feux de forêt. 6 départements restent en vigilance orange ce samedi, notamment la Drôme où les vacanciers sont nombreux sur l'A7 à une semaine de la fin des vacances. Il faut donc redoubler de prudence. Nous serons aux côtés des automobilistes avec Mathias Arez. Mais tout d'abord, direction Châteauneuf-sur-Isère où se déroule l'université d'été de la France Insoumise. Nous retrouvons Anthony Lebos, notre journaliste politique envoyé spécial sur place. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, revient sur le devant de la scène ce week-end. Tout d'abord parce qu'il a annoncé le soutien de sa famille politique au mouvement du 10 septembre prochain, mouvement citoyen. Oui, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, hier, a tenu une forme de meeting face à ses militants ici dans la Drôme. Et il n'a eu de cesse de répéter cette formule, il faut une offensive politique. Et LFI a d'ailleurs été le premier parti de gauche à soutenir ce mouvement du 10 septembre qui s'appelle Bloquons tout. Et hier, Jean-Luc Mélenchon a appelé au blocage général. Et pour ce qui concerne le salariat, dit-il, à la grève générale. C'est donc un appel à la grève générale qu'a lancé hier Jean-Luc Mélenchon face à ses militants pour le 10 septembre prochain. Alors c'est un mouvement qui est aussi soutenu par les autres partis de gauche, les écologistes, les communistes, les socialistes. Ces derniers alertent même LFI, même mettent en garde la France Insoumise contre toute tentative de récupération politique. Jean-Luc Mélenchon réfute ces accusations, affirme que son mouvement n'est là que pour, je cite, servir et aider ce mouvement. Sauf que, je vous l'ai expliqué, il a quand même fixé le cap et donné le cadre pour le 10 septembre prochain. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi annoncé que la France Insoumise déposerait une motion de censure contre le gouvernement et ce, dès la rentrée parlementaire. Et ce sera précisément le 23 septembre prochain, dès la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la France Insoumise explique qu'il faut avoir un pied dans la rue et un pied au Parlement. Avoir la mobilisation dans la rue avec le 10 septembre et puis toujours ces motions de censure perpétuelles à l'Assemblée nationale pour essayer de faire chuter le gouvernement de François Bayrou. Ce sera déposé donc le 23 septembre prochain. Mais Jean-Luc Mélenchon hier finalement se projetait même au-delà de cette motion de censure. Il disait si le gouvernement de Bayrou, de François Bayrou est censuré, il faudra qu'Emmanuel Macron s'en aille. En clair, il souhaite toujours une présidentielle anticipée, mais avant de pouvoir obtenir cette présidentielle anticipée dont il rêve autant, il faudra joindre ses voix avec celles des socialistes notamment qui veulent toujours négocier avec le gouvernement pour tenter d'amender les pistes budgétaires présentées par François Bayrou, et puis aussi avoir le soutien dans cette motion de censure du Rassemblement national. Et pour l'instant, Marine Le Pen n'a toujours pas fixé la position de son mouvement. Et puis Anthony Lebos, nous disions ce soir, vous aurez le privilège sur BFM TV d'interviewer Jean-Luc Mélenchon, donc qui revient sur le devant de la scène, on le disait, politique, avec donc tous ces sujets qui sont sur la table. Vous l'interrogerez donc à 19h, ce sera à suivre en direct sur BFM TV. Oui, absolument. Près de 45 minutes d'interview avec le leader de la France Insoumise. C'est sa première grande interview pour cette rentrée politique. On évoquera évidemment cette rentrée politique et sociale avec cette conférence de presse qui s'approche de François Bayrou, ces pistes budgétaires qui vont se confirmer et puis les propositions bien sûr de la gauche pour tenter d'amender ce budget et pourquoi pas de tenter de censurer le gouvernement Bayrou comme la gauche avait réussi à censurer avec le Rassemblement national, le gouvernement de Michel Barnier. On abordera évidemment aussi les questions internationales, la situation à Gaza et puis bien sûr les perspectives de paix après cette guerre en Ukraine qui dure toujours depuis 3 ans et demi maintenant.
Beaucoup Anthony Lebos depuis la Drôme et rendez-vous donc à partir de 19h sur BFM TV pour suivre cette interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon. On va retrouver Jean-René Cazeneuve. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le député Ensemble pour la République du Gers. Est-ce que d'abord vous craignez un blocage du pays le 10 septembre? On entend plusieurs appels à bloquer tout ce jour-là. Je n'en sais rien. Je ne veux surtout pas dire dans le mar de café. Moi, je peux parfaitement comprendre les interrogations, les angoisses que peuvent avoir les Français aujourd'hui face au contexte international qui est particulièrement difficile, face à la crise économique, face aux taxes qui nous viennent des États-Unis. Si vous voulez, si je prends dans mon département simplement l'exemple des taxes sur l'alcool, eh bien, tous nos viticulteurs, les producteurs d'Armagnac aujourd'hui sont évidemment dans une situation très difficile. Donc, je comprends les inquiétudes de beaucoup de nos concitoyens. Est-ce que pour autant bloquer le pays répond à la question? Évidemment non. Est-ce que ça va régler notre problème de déficit? Non. Est-ce que ça va régler notre problème de compétitivité vis-à-vis des autres pays? Non. Est-ce que ça va régler notre problème d'absence de majorité à l'Assemblée nationale? Non. Donc, vous voyez, je ne crois pas que ce blocage soit une bonne idée. Mais vous êtes député, vous êtes sur le terrain dans votre circonscription du Gers. Est-ce que vous sentez, malgré tout, que les Français sont prêts à renouveler, à relancer un mouvement qui pourrait ressembler à celui des Gilets jaunes? Oui, je lis les sondages, mais les Gersois que je rencontre tous les jours ne me disent pas ça. C'est toujours un peu surprenant, mais les Français veulent de la stabilité aujourd'hui, ils veulent que tout ça se calme, ils veulent un retour à la stabilité, faire en sorte qu'ils puissent se projeter, qu'il n'y ait pas d'angoisse sur leur emploi dans leurs entreprises, faire en sorte qu'ils puissent se projeter dans un achat immobilier, qu'ils puissent avoir une idée de leur pouvoir d'achat dans les prochaines années. Ce sont des problèmes très, très concrets. Et je n'entends pas de leur part cette volonté de tout bloquer. Il y a quand même, pardon, 2 tiers des Français qui sont favorables à ce mouvement, selon un récent sondage. Oui, mais je me méfie, moi, de ces sondages. On verra bien, c'est pour ça que je vous le dis. On voit bien que certains, aujourd'hui, essayent de récupérer ce mouvement. On a entendu Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas une surprise de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il a été battu 3 fois à l'élection présidentielle. Il rêve de chaos, il rêve de reprendre le pouvoir par la rue. Et donc, évidemment, il saute sur l'occasion. Moi, je suis plus surpris, plus déçu que les socialistes se prennent à ce piège, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrive, sachant qu'en plus ce mouvement est issu plutôt de la mouvance d'extrême droite à l'origine. Un de vos journalistes, je crois, Raphaël Grabli, l'a très bien montré. Ce sont des mouvements d'extrême droite qui sont à l'origine de ce mouvement, et les Russes. Tous les sites pro-russes, les sites complotistes, les boucles favorables à Poutine qui alimentent et amplifient ce phénomène. On est vraiment là dans un exemple d'ingérence de la Russie dans la politique interne de la France. Donc, une fois de plus, je ne doute pas. Je vois les problèmes des Français et il faut trouver des solutions très concrètes aux problèmes des Français. Mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution de tout bloquer le 10 septembre. Justement, Jean-René Cazeneuve, vous l'avez dit, vous comprenez donc ces revendications multiples donc, que vous avez énumérées vous-même des Français. Vous comprenez que certains partis politiques puissent être en désaccord, même si vous avez plus de mal à le comprendre du Parti socialiste. Mais tout de même, donc, si ce n'est pas la forme d'une mobilisation comme celle qui est annoncée, d'un blocage le 10 septembre, quelle serait la solution pour se faire entendre du gouvernement sur les questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord avec les propositions, par exemple, du Premier ministre? Comment il faudrait faire autrement? Le Premier ministre a ouvert les négociations. Il a présenté très en amont, beaucoup plus tôt que d'habitude. Le 15 juillet, il a présenté son budget. Il s'est engagé à discuter avec les représentants syndicaux. Il va les rencontrer. Il s'est engagé à discuter avec l'ensemble des partis politiques pour aussi les écouter. Le Parlement va jouer son rôle et également les corps intermédiaires vont jouer leur rôle. On est dans une phase assez classique, si vous voulez, de construction du budget. Donc, il y a un cadre aujourd'hui, et moi-même, je ne suis pas d'accord avec toutes les mesures qu'il y a dans ce budget. Je suis d'accord avec l'objectif de réduction des dépenses, mais je ne suis pas d'accord avec toutes ces mesures. Eh bien, on est dans cette phase
de discussion et de recherche de consensus. Et chacun devra prendre ses responsabilités. Est-ce que vous êtes favorable au chaos, à la censure, avec ses conséquences terribles pour notre pays, ou est-ce qu'on essaye de trouver le moins mauvais compromis pour faire avancer notre pays? Donc moi, je me situe évidemment dans cette deuxième catégorie. Et si on suit donc le cours parlementaire habituel donc pour arriver à discuter de ces problématiques, vous comprenez donc que certains opposants, comme à la France Insoumise, eh bien, on fasse peser la menace d'une motion de censure? C'est aussi le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la démocratie, c'est dans la Constitution, et donc moi je le comprends parfaitement, et les partis politiques devront se positionner par rapport à cette censure. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le sens d'une censure qui est à la fois votée par l'extrême droite et par la gauche radicale? Qu'est-ce que ces extrêmes partagent, si ce n'est la volonté de renverser le gouvernement? Mais pour faire quoi? Quel bénéfice pour les Français? Quel projet pour les Français? Quel programme pour les Français, pour leur permettre de lutter aujourd'hui contre les ingérences internationales, pour lutter contre les taxes que nous impose Donald Trump, pour lutter au niveau européen pour mettre fin à cette guerre en Ukraine, pour lutter contre les problèmes de pouvoir d'achat? Écoutez, je ne crois pas, moi, que ce brouillamini d'extrême gauche et d'extrême droite apporte des solutions concrètes pour les Français. Donc, s'il y a une motion de censure, et évidemment elle va être déposée, puisque Jean-Luc Mélenchon vient de le dire, eh bien chacun devra prendre ses responsabilités, et les partis socialistes, entre autres, auront le choix entre les insoumis et la responsabilité. Merci beaucoup Jean-René Cazeneuve d'avoir été avec nous alors que François Bayrou s'exprimera lundi à 16h lors d'une conférence de presse, notamment sur ce budget et cette rentrée politique qui s'annonce agitée. Venons-en à cette violente agression dans le sud de Paris. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises sur le quai d'une station de tramway la nuit dernière. Il est grièvement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Laura Baquet, vous êtes sur place pour BFM TV. Les faits ont donc eu lieu la nuit dernière. Sait-on dans quelles circonstances ? Oui, tout à fait. Les faits se sont déroulés vers minuit 30. Un homme aurait bousculé et insulté une jeune femme qui se trouvait à bord du tramway avec son compagnon. Son compagnon aurait cherché à la défendre, entraînant une querelle avec l'agresseur. Et les deux hommes ont décidé de descendre à cet arrêt, à Porte-de-Vent, où nous nous trouvons avec Margot Vizade, dans le 14e arrondissement de Paris. S'en serait suivi une série de coups de poing et l'auteur des insultes aurait alors sorti un couteau et poignardé à plusieurs reprises le voyageur. Celui-ci s'est écroulé sur le sol. La victime est grièvement blessée. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Son pronostic vital n'est pas engagé. À ce stade, on n'en sait pas plus sur l'état de santé de la jeune femme qui, elle, était restée dans le tramway. Et ce que je peux vous dire concernant le profil de l'agresseur présumé, c'est qu'il s'agit d'un homme de 42 ans qui est défavorablement connu des services de police. Il a été interpellé grâce à plusieurs témoins qui l'ont identifié. Lorsqu'il a été interpellé, il présentait des traces de sang sur les mains. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Laura Baquet dans le 14e arrondissement de Paris avec Margot Vizade. Dans l'actualité également, ça ne vous a pas échappé, c'est bientôt la rentrée dans à peine plus d'une semaine. Alors vous êtes très nombreux à rentrer chez vous ce week-end. Et sur les routes, le pic des embouteillages a d'ailleurs été atteint aux environs de midi avec plus de 800 km de bouchons cumulés. Mathias Arez, vous êtes notre envoyé spécial sur l'aire d'autoroute de Saint-Lambert d'Albron dans la Drôme. Et vous êtes avec des automobilistes qui restent donc très attentifs à la situation dans un contexte qui plus est de vigilance incendie. Des automobilistes qui ont besoin de faire des pauses parce que les trajets sont très longs et sont très rallongés. Je suis avec Kevin qui voyage avec sa famille, qui vient d'Argelès et à qui il reste encore quelques kilomètres. Un bon paquet de kilomètres, ouais, je dirais dans les 600 bornes. Vous allez où? Longwy, côté luxembourgeois. Donc c'est un trajet qui est un petit peu rallongé depuis ce matin. Racontez-nous votre trajet. On est parti à 8h30 d'Argelès et pour l'instant on n'a fait que 400 bornes, quoi. Donc entre les bouchons puis les accidents, ça fait long, quoi. Comment se comportent les gens sur la route un jour comme ça d'important trafic? Ça roule un peu n'importe comment. Ça prend à droite, à gauche, ça fait pas attention. Après il y a beaucoup de bouchons. Il y a beaucoup de voitures qui sont en panne aussi. Donc ça ralentit vachement le chemin. Et puis sans compter les accidents, quoi.
Justement, ces voitures qui sont en panne, Kevin, vous le savez peut-être pas, mais ici on est dans le département de la Drôme où il y a une alerte pour les feux. Est-ce qu'il faut réviser sa voiture avant de partir? Qu'est-ce qu'il faut éviter, notamment pour la surchauffe? La réviser, oui, surtout. Et après, pour la surchauffe, s'arrêter assez souvent, ouvrir les capots, faire les niveaux, et puis faire du repos, quoi. Pour la voiture comme pour soi. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous. Voilà, vous l'avez compris, il faut essayer de faire des pauses régulières pour laisser le moteur refroidir et également le gestionnaire, mais aussi le département de la Drôme le rappelle sur des panneaux qu'on peut voir sur les autoroutes. Évidemment, ne pas jeter ses mégots par la fenêtre car il y a des vrais risques d'incendie ici dans la Drôme. Et c'est toujours bon de le rappeler. Merci beaucoup Mathias Arès avec Marie-Lise Pariot dans la Drôme. Les incendies qui ont également ravagé plus de 400 000 hectares en Espagne et fait 4 morts. Le pays reste extrêmement vigilant et bénéficie notamment du soutien de sapeurs-pompiers français. Il y a quand même peut-être une bonne nouvelle. C'est la chef de la protection civile qui l'a annoncé. Elle estime que la fin des incendies se rapproche. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de nombreux incendies maîtrisés, stabilisés. Mais nous avons encore 13 incendies de forêt actifs dans 3 communautés autonomes et nous allons donc continuer cette surveillance, ce suivi permanent, 24 heures sur 24, de l'évolution de chacun d'entre eux. Mathieu de Taillac, vous êtes notre correspondant à Madrid. C'est donc une bonne nouvelle dans l'ensemble après un bilan, on le disait, très lourd pour l'Espagne. Ça commence à aller mieux. Les mots précis de la directrice de la protection civile, c'est on est beaucoup plus proche de la fin des grands incendies. C'est ce qu'a dit ce matin Virginia Barcones à la télévision publique espagnole, TVE. Parmi ces grands incendies désormais contrôlés, il y a celui de Jarilla, donc on est en Estrémadure, à l'ouest du pays. On surnommait ici cet incendie El Monstro, le monstre. Il a réduit en cendres plus de 17 000 hectares à lui tout seul, ce Monstro. Tout n'est tout de même pas terminé ni sous contrôle. La directrice de la protection civile a ajouté qu'il y a encore 18 feux de forêt actifs, dont 17, presque tous de niveau 2, c'est-à-dire dangereux pour les personnes et pour les habitats. Il y a un incendie qui préoccupe particulièrement en ce moment, c'est celui d'Igüeña. On est dans la province de Léon, c'est donc au nord-ouest du pays, et c'est effectivement ce quart nord-ouest de l'Espagne qui est frappé par cette série d'incendies hors du commun. On est, vous l'avez dit, à 400 000 hectares brûlés selon les dernières estimations. Il faut remonter à 30 ans, à 1994, pour trouver un chiffre un peu supérieur. On était à l'époque à 437 000 hectares, autant dire que c'est un chiffre que l'on peut atteindre d'ici la fin de l'année 2025. Les dates de cette quinzaine noire en Espagne correspondent à celles de la vague de chaleur qui a frappé le pays pendant 16 jours et l'accalmie des feux coïncide aussi avec le relatif rafraîchissement des températures ces derniers jours. Donc ça confirme que malgré les efforts immenses des pompiers, des autorités et même parfois des résidents, ces feux sont souvent incontrôlables, parfois même impossibles à éteindre tout bonnement. Ils ne terminent que quand la météo le permet et les secours ne peuvent souvent faire qu'une seule chose, tenter de protéger les populations et leurs habitations. Cette question à présent dans le dossier ukrainien. Y a-t-il de la friture sur la ligne entre la France et l'Italie? Jeudi, l'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée. La raison des propos inacceptables par le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini. On va en parler avec le général Jérôme Pellistrandi, qui est notre consultant défense et qui est avec nous sur ce plateau. Tu y vas si tu veux, mets ton casque, ta veste, ton fusil et tu pars en Ukraine. C'est ce qu'aurait donc dit Matteo Salvini. Est-ce que ça peut créer de la brouille entre les deux pays? En tout cas, ça ne facilite pas les relations entre le président de la République et Giorgia Meloni, la présidente du gouvernement italien, dont on sait que les relations ne sont pas forcément très chaleureuses. Il en demeure pas moins que c'est une faute politique de Matteo Salvini parce que les propos qu'il utilise sont insultants, bien sûr, à l'égard de la France et du président de la République, et en contradiction avec la volonté de solidarité qui a été exprimée à Washington cette semaine lorsque les dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, ont été derrière Volodymyr Zelensky. Une image d'unité. Exactement. Et là, alors, il faut rappeler que Matteo Salvini est coutumier du fait. Au mois de mars, il avait traité Emmanuel Macron de fou. Et en fait, depuis très longtemps, depuis des années, il est pro-russe, très clairement. En 2014, au moment de l'invasion de la Crimée par donc les Russes, il approuve. Il a toujours été donc très hostile à l'Ukraine. La seule chose, c'est qu'il est membre d'un gouvernement
qui a toujours manifesté sa solidarité avec l'Ukraine. Alors, on sait que Giorgia Meloni est opposée à l'envoi de troupes italiennes après un éventuel cessez-le-feu. C'est force de réassurance qui serait en quelque sorte une garantie de sécurité supplémentaire à l'Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins que jamais Emmanuel Macron n'a envisagé et proposé aux Européens d'aller en guerre contre la Russie. Il s'agit d'un processus après le cessez-le-feu. Donc ces propos qui sont blessants traduisent une certaine fébrilité de la part des Italiens et donc ne correspondent pas aux intérêts communs que nous avons avec Rome et de la solidarité que nous devons exprimer à l'égard de l'Ukraine. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. Tout autre sujet, à présent, on parle de notre argent et cette conséquence à la récente baisse du taux du livret A. Depuis 10 ans, on assiste à la première décollecte, ça veut dire un retrait d'argent qui est supérieur au dépôt sur ce compte d'épargne. Et le différentiel s'élève à 70 millions d'euros en juillet, selon la Caisse des dépôts. Alors cette question, vers où les Français déplacent-ils leur épargne? Élément de réponse avec ce reportage de Laura Baquet, Déborah Roch et Clément Gauvin. C'est le livret préféré des Français. Mais depuis le 1er août, le livret A ne rapporte plus autant qu'avant et certains épargnants envisagent de s'en détourner. C'est le cas de Séverine. Mais je vais essayer de trouver un autre placement. Me retourner peut-être vers un autre livret. Mais ce qu'on recherche quand même aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un rendement de cet argent qui est placé. Que rapporte le livret A désormais sur une année? Sur un livret rempli au plafond, l'ancien taux vous aurait rapporté 551 €. Avec le nouveau taux, c'est 191 € de moins. Les épargnants ont déjà plusieurs alternatives en tête. Je pense aux actions, par exemple en bourse. Je pense un peu à des obligations d'État, mais dans les marchés émergents. Je vais rebasculer ça sur une autre épargne qui rapporte mieux. Par exemple, une assurance vie. Le fonds en euros de l'assurance vie justement, principal concurrent du livret A. Celui-ci propose un taux moyen de 2,6% de rémunération actuellement. Mais selon cet expert, il présente des inconvénients. C'est un peu moins liquide que le livret A, c'est-à-dire que si vous mettez l'argent sur le fonds euro de l'assurance vie et que vous cherchez à le récupérer, ça ne sera pas aussi instantané que le livret A, ça pourra prendre quelques jours. Parlons aussi du fait que les intérêts que vous touchez sur le livret A sont totalement défiscalisés, ce qui n'est pas le cas des autres produits d'épargne. Au total, les Français cumulaient plus de 450 milliards d'euros sur leur livret A fin juillet, selon la Caisse des dépôts. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec Rentrediscount.com. Yes! Rentrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. C'est un temps calme et ensoleillé qui s'annonce pour ce dimanche avec des conditions anticycloniques. À noter uniquement en matinée quelques passages nuageux au nord du pays et quelques averses pour les Alpes frontalières ou encore le nord-est de l'île de Beauté. Sinon, c'est déjà très lumineux dès le lever du jour dans l'après-midi. Assez peu d'évolution. On retrouve ces quelques cumulus pour le nord du territoire. Encore quelques averses entre l'extrême sud-est et le nord-est de la Corse. On note quelques orages possibles du côté des Pyrénées-Orientales et puis le ciel sera un petit peu plus dense, un voile nuageux un petit peu plus épais du côté de la pointe bretonne et le Mistral soufflera jusqu'à près de 40 km/h. Du côté du Mercure, au lever du jour, seulement 8 petits degrés à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Paris ou à Bordeaux, 17 degrés autour du golfe du Lion, 21 degrés à Nice et dans l'après-midi, on observera une hausse des températures particulièrement sensible du côté du sud-ouest du territoire, 31 degrés pour Limoges, pour Bordeaux ou encore Toulouse. Sinon, 25 degrés pour la capitale, 27 à Lyon ou sur la Côte d'Azur et 30 degrés à Marseille.
Par la suite, nous allons conserver lundi un temps encore calme, plus ensoleillé au nord du territoire qu'au sud, avec sur cette frange sud quelques averses attendues, quelques coups de tonnerre encore possibles en Corse ou encore du côté des Pyrénées-Orientales. Puis à partir de mardi et pour ce milieu de semaine, eh bien, l'arrivée de l'ancien ouragan Erin qui devrait apporter pas mal d'instabilité orageuse déjà présente mardi. Ça arrive par le nord-ouest du territoire. On pourra avoir aussi quelques orages sur les régions centrales et puis cela va toucher une bonne partie du pays pour mercredi, mais pas seulement. Ce sera le cas aussi pour jeudi et ces orages devraient durer jusqu'en fin de semaine. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. Et dans quelques minutes, on reparle de cette rentrée politique qui s'annonce mouvementée alors que se tiennent les universités d'été de plusieurs partis. Les contours de la participation au mouvement citoyen Bloquons tout du 10 septembre se précisent. On a aussi appris que François Bayrou parlera lundi lors d'une conférence de presse de son budget 2026. Votre après-midi info continue, on marque une toute petite pause et on se retrouve en direct. À tout de suite. Je vous retrouve désormais tous les jours à midi aux côtés de Roselyne Dubois. Pour partager ensemble 2 heures d'infos avec un regard clair, direct, accessible. Pour comprendre l'actualité partout en France, au plus près de vous, avec les BFM locales. Tout ce qui compte dans votre quotidien. À midi, l'information prend tout son sens parce que c'est la vôtre. Midi BFM, votre nouveau rendez-vous info à partager ensemble. Chaque jour, jusqu'à 14h, en direct sur BFM TV. En ce moment, jusqu'à 100 € offerts pour la souscription d'une nouvelle offre ELEC référence 3 ans. C'est bien ça, Charlotte. Et bien sûr, c'est une électricité verte. Appelez le 3443. J'agis avec Engie. Pour vous, le confort ultime, c'est quoi? Un monde de coton? Pas très pratique. Dormir sur un nuage? Un peu trop humide. Des vacances sans fin. Votre peau risque de dire stop. Chez Emma, le confort ultime, c'est un matelas qui s'adapte à votre corps et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Emma, une décennie de confort garantie. Profitez des promos de la rentrée avec jusqu'à moins 50% sur emma.fr. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Avec Big, la dernière innovation de Bouygues Télécom, plus vous prenez de forfaits et moins les forfaits sont chers. Ça veut dire que plus on est et moins c'est cher. Exactement ce que je viens de dire, du coup, oui. Ah, c'est génial ça. Mathéo, appelle tes cousins, même ceux que j'aime pas, appelle-les. Avec Big, le pack B-Box plus forfait, c'est jusqu'à 440 € d'économie par an pour toute la famille. Bouygues Télécom. Pourquoi t'en as pas que fissure maintenant? Avec le soleil brûlant, le verre se dilate. Au même moment, le froid de la clim, tellement de tension, ça peut fissurer. Dommage, parce que vous pouvez facilement régler le problème en 3 minutes. Allez sur carglass.fr, tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez votre carglass, le jour et l'heure. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Assurez bris de glace, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Un impact? Allez tout de suite sur carglass.fr. Tapez bien .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Moi, c'est Sandrine, j'ai perdu 21 kilos. Moi, avec Comme J'aime, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 23 kilos. J'aime beaucoup cuisiner, donc je m'étais dit, bon, des plats tout faits. En fait, ils sont très bons, ils sont variés. Moi qui suis gourmande, avec les petites touches sucrées, les petites crèmes dessert et tout ça, c'est vrai que c'est quand même appréciable. Enfin, j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit, quand même, il faut manger des lasagnes le soir. Et avec ça, je vais perdre du poids. C'est génial. Alors, vous aussi, pour perdre du poids, avec de délicieux repas à partir de seulement 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr.
Warhammer 40 000 Combat Patrol, la collection officielle. Semaine après semaine, assemblez vos figurines et construisez 9 armées prêtes au combat. Grâce aux pinceaux, peintures et instructions, apprenez à jouer et rejoignez le phénomène mondial en rassemblant vos armées pour le jeu de bataille du 41e millénaire. Warhammer 40 000 Combat Patrol, le numéro 1, vos premières figurines, 1,99 € seulement. Avec Vérissure, la protection de la famille Lesage est passée de ça à ça. Grâce au nouveau détecteur extérieur Vérissure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Vérissure. Vous êtes enregistré. Et les forces de l'ordre alertées. Avec Vérissure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès l'extérieur. Votre diagnostic sécurité gratuit en vous rendant sur vérissure.fr ou en appelant le 3110. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur RentréDiscount.com. RentréDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Vous vous souvenez de cette époque? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. 17h sur BFM TV, on est très heureux de vous accompagner avec Fanny pour votre après-midi info. À la une, François Bayrou qui prendra la parole lundi après-midi pour entamer une rentrée qui s'annonce délicate sur le plan politique. En ligne de mire, le budget et la menace d'une motion de censure et cette mobilisation de blocage du pays prévue le 10 septembre. On fera le point dans ce journal. Au programme également cette enquête après qu'un homme a été poignardé à plusieurs reprises à l'arrêt de tramway de la Porte de Vanves dans le sud de Paris la nuit dernière. Une altercation a éclaté alors qu'il défendait sa compagne. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue. Les précisions de Boris Karlamov dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la convocation de l'ambassadrice d'Italie après des propos jugés inacceptables de Matteo Salvini sur Emmanuel Macron. Au cœur de cette polémique, le soutien de la France à l'envoi de troupes en Ukraine. Est-ce le début d'une brouille diplomatique entre les deux pays? On le verra. Et puis ça y est, l'heure de la fin des vacances a sonné pour bon nombre d'entre vous. Sur la route du retour, la journée est classée rouge et même noire sur le bassin méditerranéen. Nous saurons aussi, avec ceux qui, plus chanceux, commencent à peine eux leur congé. Et on commence donc avec cette rentrée politique qui s'annonce explosive. Il y a évidemment ce budget à boucler avec la menace d'une motion de censure qui pourrait renverser le gouvernement. François Bayrou tiendra d'ailleurs une conférence de presse lundi après-midi. On va y revenir avec Léopold Audebert. Et puis il y a cet appel à bloquer la France le 10 septembre. Oui, ce mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux est soutenu globalement par la gauche. Mais vous allez voir, la classe politique est divisée. Le point avec Pierre Desmith. C'est une date qui divise profondément la scène politique en cette rentrée. Le 10 septembre, un mouvement de débrayage et de mobilisation lancé sur les réseaux sociaux pour obtenir un blocage généralisé du pays. Objectif, dénoncer une politique budgétaire jugée injuste et déconnectée. Ce mouvement, repris par la classe politique, est soutenu par le Rassemblement national. Marine Le Pen, il y a quelques semaines, a adressé une lettre à M. Bayrou pour l'alerter sur la dangerosité de son budget. Il est impensable qu'on vienne supprimer des jours fériés aux Français qui travaillent. Il est impensable qu'on gèle les pensions de retraite. Une menace d'un arrêt total du pays dénonce les députés du parti présidentiel qui redoutent une dégradation de la situation budgétaire française. Je pense que si nous devons espérer quelque chose pour notre pays à la rentrée, c'est d'être dans cette capacité, tous ensemble, à relever les manches et à travailler pour répondre à l'enjeu budgétaire. J'appelle le Rassemblement national à se mettre à travailler lors des périodes budgétaires avant de commencer à menacer. Le budget de François Bayrou prévoit près de 44 milliards d'euros d'économies l'an prochain, ce qui est jugé inapplicable par l'opposition. Le Premier ministre aborde une rentrée délicate. Sa position à Matignon est désormais fragilisée. Cette mobilisation, elle peut avoir, ce qui n'était pas le cas pour les Gilets jaunes, un débouché politique avec le vote de la censure. Au moment des Gilets jaunes, l'exécutif avait une majorité absolue. Là, il n'a pas de majorité et donc il peut être soumis à une censure par ses oppositions. Le mouvement Bloquons tout a également reçu le soutien de la France insoumise et des écologistes ces derniers jours.
Le gouvernement marche donc sur des œufs en cette rentrée, Léopold Audebert, avec cette annonce là qui est tombée en fin de matinée, cette conférence de presse qu'on n'attendait pas forcément en début de semaine. Oui, il marche sur des œufs, même peut-être pire encore. Quand on voit le contexte pour François Bayrou et ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, on se dit que là, le Premier ministre veut prendre la parole pour une bonne raison. La question, c'est laquelle ? Et pour l'instant, quand on interroge l'entourage de François Bayrou et même des personnes qui le connaissent très bien, pour l'instant, on nous dit on n'a pas tout compris encore à ce qui va se passer. Et c'est vrai que rien ne filtre du contenu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il sera encore une fois question de budget. Je dis encore une fois parce que je vous rappelle qu'en juillet, il y avait eu cette première conférence de presse avec à l'intérieur de la salle des journalistes, mais aussi des membres des oppositions. Il y avait par exemple pour le Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy ou encore pour la France insoumise Éric Coquerel. Et puis également une ribambelle de ministres qui étaient là pour soutenir leur patron en quelque sorte qui présentait ses grandes orientations. 44 milliards d'euros d'économies. Donc ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, c'était cette série de petites pastilles vidéo distillées tout au long de l'été par François Bayrou. Très pédagogique, qui se voulait pédagogique. Oui, qui tentait en tout cas effectivement de faire passer des messages en expliquant, je cite, la nécessité de faire ces économies, comme si on n'avait pas compris pendant la première conférence de presse l'urgence selon le Premier ministre. Et donc là, peut-être se dit-il qu'il faut en remettre en quelque sorte une couche pour vraiment affirmer que, attention, l'automne arrive, le budget plus que jamais peut l'impacter. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a deux facteurs qui justifient potentiellement sa prise de parole. Le premier facteur, c'est ce que vous avez évoqué, ce potentiel mouvement social important du 10 septembre. On ne sait pas encore quelle sera l'ampleur, quels seront tous les secteurs concernés, mais il y a ce fantôme, ce spectre des Gilets jaunes qui évidemment est dans la tête de beaucoup de ministres, également d'entourage de François Bayrou. Et puis le deuxième point, c'est évidemment cette motion de censure qui a déjà été annoncée comme étant déposée par la France insoumise dès la rentrée. La question maintenant, c'est est-ce que les autres partis vont suivre cette motion de censure ? À gauche, la réponse est plutôt oui. Tous les regards, une nouvelle fois, sont tournés vers le Rassemblement national. Et je vous rappelle que pour qu'une motion de censure passe, il faut que chacun y trouve un intérêt dans les oppositions. Est-ce que le Rassemblement national a un intérêt à ce que maintenant François Bayrou tombe? Pour quelles conséquences derrière? Marine Le Pen avait déjà théorisé que ça serait plutôt au moment du budget, vraiment du vote du budget, qu'il tomberait, donc plutôt en novembre ou en décembre. On verra si elle change d'avis. Bonjour Laurent Baumel, merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste et apparenté d'Indre-et-Loire. On parlait de temporalité il y a un instant avec Léopold Audebert. Cette motion de censure, c'est le bon moment? En tout cas, ce qui est clair, c'est que le rendez-vous du budget est un rendez-vous qui va de fait reposer la question de la motion de censure. Ou bien François Bayrou et le gouvernement persistent dans leur idée initiale qui est de réduire les déficits en faisant payer la facture finalement à l'ensemble des Français et notamment aux couches populaires et moyennes à travers toutes les mesures que vous avez rappelées. Et à ce moment-là, eh bien, je crois que nous irons inéluctablement vers en effet une motion de censure. Ou bien François Bayrou entend la nécessité de faire des concessions, par exemple en se décidant sérieusement à mettre à contribution les plus riches, à travers une taxation du patrimoine des plus hauts revenus, mais à une hauteur qui est justifiée, qui est importante. Et peut-être qu'à ce moment-là, une discussion budgétaire sera possible. Mais en gros, pour lui, maintenant, c'est en effet l'heure des choix. Ou bien il persiste dans son couloir avec cette forme de narcissisme qui est la sienne, où il n'écoute que lui-même, où il répète inlassablement la même chose en espérant un jour pouvoir convaincre les Français, et il n'y arrivera pas, on le voit parfaitement. Ou bien il comprend qu'en effet, le temps est venu pour lui de faire ce pourquoi il était en principe Premier ministre, c'est-à-dire un vrai dialogue avec ses oppositions, avec la gauche, avec notamment le Parti socialiste, qui est toujours prêt à discuter, mais à condition qu'il y ait des concessions réelles cette fois-ci. On comprend donc que le Parti socialiste pourrait, à l'instar de la France insoumise, aussi censurer le gouvernement. Il y a des échéances avant de prendre cette décision, on l'imagine. Pour vous, ça passe notamment par cette conférence de presse prévue lundi après-midi du Premier ministre, ou encore par ces consultations du gouvernement auprès des groupes parlementaires? Si vous voulez, nous, on va avoir une méthode relativement simple cette fois-ci. On va énoncer nos propres critères. On va dire, voilà, les conditions à réunir pour qu'on puisse envisager non pas d'approuver ce budget, mais en tout cas de le laisser passer. Par exemple, on va demander à ce qu'il y ait, je le disais à l'instant, une mise à contribution très sérieuse des hauts patrimoines, des hauts revenus à la réduction des déficits. Et quand je dis très sérieuse, c'est pas quelques centaines de millions ou un petit milliard. C'est un effort qui serait à la hauteur au moins de la moitié de la réduction du déficit.
Bon, si on n'est pas entendu, si François Bayrou persiste à dire non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, nous on sait ce qu'il faut faire et on passera en force et on utilisera le 49.3, bien à ce moment-là, en effet, il y aura la censure. Donc, si vous voulez, c'est pas tant ce qu'il va annoncer là demain qui est important que la réponse qu'il apportera, positive ou négative, aux demandes que nous allons lui faire de corriger très substantiellement son budget. Dans ce contexte un peu tendu, Laurent Baumel, l'union de la gauche, elle va être plus que jamais nécessaire face au gouvernement? Sur les questions budgétaires, en ce qui me concerne, je considère que l'union de la gauche n'a jamais été rompue. Il y a des divergences d'approche, notamment entre le Parti socialiste et la LFI, sur, je dirais, la lecture de cette période. Nous ne sommes pas pour des censures automatiques, systématiques, répétées. Voilà, nous pensons qu'il faut réserver cet outil de la censure à des moments qui sont politiquement lisibles et où les désaccords sur le fond la justifient de façon très claire pour les Français. On n'est pas à la recherche, si vous voulez, d'une forme de chaos politique qui précipiterait les échéances électorales. Mais sur le fond, on n'a pas divergé. On est toujours les uns et les autres d'accord avec cette idée que certes il y a des déficits, certes il y a une dette, mais que ces déficits et ces dettes sont largement liés au bilan de la politique macroniste et aux cadeaux fiscaux un peu inconsidérés qui ont été faits au cours des 7 dernières années, et que si on veut traiter cette question, il faut commencer par accepter d'apporter des corrections réelles à ces politiques. Donc là-dessus, on est en phase les uns et les autres à gauche pour porter ce message. Il y a aussi un autre point sur lequel vous êtes en accord, l'ensemble de la gauche, c'est cette participation, cet accompagnement du mouvement citoyen du 10 septembre, de blocage de toute la France. Vous y êtes donc favorable? Oui, enfin moi je ne considère pas que c'est un mouvement de blocage de toute la France. Je pense que le présenter comme ça. Oui, mais je pense que c'est surtout un mouvement de protestation d'une grande partie des couches populaires et moyennes de ce pays contre une approche budgétaire qui consiste à leur faire payer la facture d'une politique qui n'a pas été soutenue par eux, qui n'est pas la leur et qui n'agit pas en direction de leurs intérêts. Donc moi je comprends ce mouvement et on va effectivement lui manifester une forme d'intérêt, d'écoute et de soutien, parce qu'on a besoin aussi que les Françaises et les Français entrent dans cette discussion finalement citoyenne autour des choix budgétaires du pays. Merci beaucoup Laurent Baumel d'avoir été avec nous pour réagir donc à cette rentrée politique qui s'annonce mouvementée. On aura l'occasion d'y revenir. Ne manquez pas sur BFM TV cette interview exclusive de Jean-Luc Mélenchon. Ce sera en direct à partir de 19h avec Anthony Lebos depuis Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme où se tiennent actuellement les universités d'été de la France insoumise. Mais avant cela, on va revenir sur cette violente agression qui a eu lieu dans le sud de Paris. Un homme a été poignardé à plusieurs reprises sur le quai d'une station de tramway, porte de Vanves. Vous le voyez ici, dans le sud de la capitale. C'était la nuit dernière. Il a été grièvement blessé. Heureusement, son pronostic vital n'est pas engagé. Laura Baquet, vous êtes sur place pour BFM TV. Dans quelles circonstances les faits se sont-ils déroulés ? Oui, tout à fait. Les faits se sont déroulés vers minuit 30. Un homme aurait bousculé et insulté une jeune femme qui se trouvait à bord du tramway avec son compagnon. Son compagnon aurait cherché à la défendre, entraînant une querelle avec l'agresseur. Et les deux hommes ont décidé de descendre à cet arrêt, à Porte de Vanves, où nous nous trouvons avec Margot Vizade, dans le 14e arrondissement de Paris. S'en serait suivi une série de coups de poing et l'auteur des insultes aurait alors sorti un couteau et poignardé à plusieurs reprises le voyageur. Celui-ci s'est écroulé sur le sol. La victime est grièvement blessée. Il a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Son pronostic vital n'est pas engagé. À ce stade, on n'en sait pas plus sur l'état de santé de la jeune femme qui, elle, était restée dans le tramway. Et ce que je peux vous dire concernant le profil de l'agresseur présumé, c'est qu'il s'agit d'un homme de 42 ans qui était défavorablement connu, qui est défavorablement connu des services de police. Il a été interpellé grâce à plusieurs témoins qui l'ont identifié. Lorsqu'il a été interpellé, il présentait des traces de sang sur les mains. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.
Dans les Pyrénées-Orientales, la garde à vue du gérant d'un parc de loisirs qui aurait refusé l'accès à son site à un groupe de 150 enfants israéliens se poursuit. Le suspect âgé de 52 ans est accusé de discrimination fondée sur la religion, ce qu'il réfute. On va faire le point avec vous, Boris Karlamov, du service police-justice. Le mis en cause est donc en cours de déferment. Absolument, il aura donc passé quasiment 48 heures en garde à vue dans une brigade de gendarmerie à Prades, à côté de Perpignan, pour donc s'expliquer sur les motivations de son geste et les faits qui lui sont reprochés. Il est actuellement en cours de déferment devant l'autorité judiciaire au tribunal judiciaire de Perpignan qui va donc devoir décider des suites dans cette affaire. On va rappeler les faits. Tout se déroule jeudi dans ce département des Pyrénées-Orientales. 150 jeunes de nationalité israélienne âgés de 8 à 16 ans et actuellement en vacances en Espagne ont été refusés à l'entrée d'un parc de loisirs sur la commune de Port-et-Puymorens. Selon les tout premiers éléments de l'enquête, eh bien, ce groupe avait effectué une réservation de longue date, selon le parquet de Perpignan, auprès d'un tour opérateur espagnol. Mais mercredi, à la veille de leur venue sur place, eh bien, le groupe a été prévenu qu'ils ne pourront pas accéder au site de loisirs. Le gérant a alors évoqué auprès de plusieurs interlocuteurs ses convictions personnelles pour ce refus et aurait invité ses employés à faire valoir leur droit de retrait. Et le suspect continue de nier la discrimination fondée sur la religion qu'on lui reproche. Absolument, il continue à nier les faits. C'est sa ligne de défense tout au long de ces 48 heures de garde à vue. Il avance de son côté les conditions météorologiques pour la fermeture de son parc. Un message publié la veille sur les réseaux sociaux. Suite au fort épisode orageux d'hier, nous devons fermer le parc demain, jeudi 21 août, afin de réaliser une inspection complète de nos installations. Alors, selon les informations du service police-justice de BFM TV, le suspect évoque désormais en garde à vue, lors de cette garde à vue, un argument technique et de sécurité. Il a expliqué aux gendarmes avoir vécu l'an dernier une mauvaise expérience lors de la venue d'un groupe de jeunes Israéliens qui auraient, je cite, du mal à appliquer les consignes de sécurité du parc du fait, toujours selon le mis en cause, de la barrière de la langue. Toujours en garde à vue, il a avancé, je cite, sa peur de générer des troubles en accueillant ces jeunes. Quoi qu'il en soit, le parquet de Perpignan a ouvert une enquête dans cette affaire, enquête pour discrimination fondée notamment sur la religion, la race, les origines ou encore la nationalité, un délit puni d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Donc on devrait en savoir plus sur les suites judiciaires dans cette affaire d'ici les prochaines heures, puisqu'on va le rappeler, c'est une information BFM TV, le suspect est en cours de déferment devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Merci beaucoup Boris pour ces précisions. L'actualité à l'étranger à 17h15 avec l'ONU qui a officiellement déclaré une famine à Gaza. Plus d'1 demi-million de Gazaouis affrontent des conditions catastrophiques selon les experts. Et face à cette déclaration, Israël dénonce des mensonges éhontés. Et dans ce contexte, de nouvelles frappes ont touché la bande de Gaza ces dernières heures. Le récit de Loïc Gazard. D'importantes fumées se dégagent encore suite au bombardement, 3 jours après que l'armée israélienne a lancé son opération pour prendre le contrôle de la ville de Gaza. Dans ses ruines, ses habitants inspectent les dégâts. Des massacres ont lieu ici, dans le quartier de Zeytoun. Des massacres. Ce n'est plus un quartier, ce sont des ruines. Nous ne sommes que des civils. Nous n'avons rien à voir avec la politique et aucun lien avec tout cela. Des bombardements aussi dans le sud de la bande de Gaza. 7 femmes pleurent 2 de ses proches, des enfants tués par un missile qui a frappé leur tente. Pendant qu'ils dormaient, ils ont été frappés par 2 missiles. Pendant qu'ils dormaient. On a perdu toute une famille. Lui, il priait. Il était en train de prier. Ses enfants sont partis. Pendant ce temps, les Palestiniens peinent toujours à trouver des distributions d'eau et de nourriture. Je suis venu pour apporter de la nourriture à mes enfants, mais je n'ai rien eu car il y a énormément de gens et c'est difficile entre les coups de feu et les camions qui passent entre les gens. Tout le monde se marche dessus. Hier, pour la première fois concernant un territoire du Moyen-Orient, l'ONU a déclaré une situation de famine qui pourrait empirer dans les semaines à venir. C'est un demi-million de personnes qui doivent vivre dans des conditions catastrophiques et 1 million de personnes, soit 54% de la population, fait face à une crise de 4e catégorie. D'ici septembre de cette année, septembre 2025, la famine va s'étendre. Selon l'organisation, la famine pourrait notamment s'étendre au centre et au sud de la bande de Gaza.
En Ukraine, la Russie a revendiqué ces dernières heures la prise de 2 villages dans la région de Donetsk, dans l'est du pays. L'armée russe qui occupe environ 20% du territoire ukrainien. Ça, c'est la situation militaire. Et sur le plan diplomatique, la France a également convoqué l'ambassadrice d'Italie en France après des propos jugés inacceptables. Ce sont les propos qu'aurait tenus Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine. Je vous propose d'écouter le vice-premier ministre italien. Si Emmanuel Macron veut y aller, qu'il y aille, mais seul. Car pas un Français ne le suivrait, je pense. Et certainement pas les soldats italiens. C'est ma position en tant que vice-président du Conseil italien, en tant que ministre, secrétaire de la Ligue et parent. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine, c'est certain. On va remettre un petit peu de contexte avec vous, Général Jérôme Pellistrandi, parce qu'on parle de l'envoi d'un contingent par la coalition des volontaires. Expliquez-nous, reposez-nous bien les choses. Donc, la coalition des volontaires, donc co-dirigée par la France et le Royaume-Uni, propose donc de participer aux garanties de sécurité de l'Ukraine après, et j'insiste bien, après un cessez-le-feu, c'est-à-dire après l'arrêt des combats entre la Russie et l'Ukraine. Donc, contrairement à ce que dit Matteo Salvini, il n'est pas question... On voit la déclaration ici. Il n'est pas question d'aller faire la guerre contre la Russie. Il s'agit de positionner des troupes qui permettraient de garantir la sécurité de l'Ukraine. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc les propos de Matteo Salvini sont faux. Ils transforment la réalité et ils posent un vrai problème diplomatique. Est-ce qu'ils sont volontairement faux? Est-ce que c'est de la provocation ou est-ce que c'est juste de la bêtise? Moi, je dirais que c'est les deux. Matteo Salvini, de toute façon, depuis toujours, a soutenu Vladimir Poutine. C'est clair. En 2014, il ne condamne pas l'annexion de la Crimée par la Russie. En 2022, au moment du déclenchement de l'opération spéciale militaire, donc en fait, il est obligé d'accepter que le gouvernement italien participe aux sanctions par solidarité gouvernementale. Mais il est systématiquement en faveur de la Russie. Problème, pour lui, c'est la solidarité gouvernementale avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Et vous nous disiez qu'il était un peu coutumier de ces provocations. Coutumier de ces provocations, notamment à l'égard de la France. Au mois de mars, il avait traité le président de la République, Emmanuel Macron, de fou. Et donc là, il en remet une louche. Ce qui est plus grave, c'est on l'a vu dans l'extrait, il s'exprime très clairement en tant que vice-premier ministre, c'est-à-dire qu'il endosse donc son étiquette gouvernementale pour ses propos qui sont insultants à l'égard de la France et du président Emmanuel Macron. Et pourquoi est-ce que c'est l'ambassadrice qui est convoquée par la France dans ce dossier ? En fait, c'est dans les pratiques diplomatiques. C'est-à-dire qu'on convoque l'ambassadeur, dans ce cas pour l'Italie, de l'ambassadrice d'Italie, pour lui exprimer son mécontentement. Et donc, elle va rapporter à son gouvernement le mécontentement de la France. Et maintenant, ce que l'on attend, c'est en fait la réaction de Giorgia Meloni, qui, pour le moment, est totalement silencieuse et qui n'a pas condamné les propos de son vice-premier ministre. Justement, ces provocations, etc., c'est quand même loin de l'unité affichée à Washington. C'était il y a seulement quelques jours, on s'en rappelle, c'était avec Donald Trump à Washington. Bien entendu. Et donc, dans une période qui est extrêmement compliquée, où l'on voit bien que entre le sommet d'Anchorage, le sommet de Washington, entre guillemets, le vainqueur, c'est Vladimir Poutine qui, lui, continue à faire sa guerre, la solidarité européenne, qui est absolument nécessaire, elle ne doit pas être en quelque sorte fragilisée par de tels propos. Alors, c'est vrai que Giorgia Meloni ne souhaite pas envoyer des troupes après le cessez-le-feu. Bon, c'est un problème spécifique donc à l'Italie, mais en tout état de cause, elle a démontré qu'elle est solidaire avec l'Ukraine et les Européens. Mais de tels propos pris par un des membres de son gouvernement fragilisent et remettent en cause cette solidarité européenne.
Merci beaucoup, Général Pellistrandi. On en vient à présent à cette autre actualité en prenant la direction de l'Espagne où de violents incendies ravagent une partie du pays. Vous le savez, depuis 2 semaines maintenant, à la faveur de ces vagues de chaleur. On se rapproche tout de même de la fin de ces incendies. Il y en a toujours un bon nombre, 16 qui sont actifs à l'heure actuelle. En tout cas, la directrice générale de la protection civile s'est voulue plutôt rassurante. 18 incendies plutôt qui sont toujours actifs, alors que l'on dénombre déjà 4 morts et des centaines, 400 000 hectares de forêt qui ont été détruits dans le pays. La situation qui inquiète toujours, mais qui serait plus favorable en raison d'une météo qui serait également en train de s'arranger en Espagne. Oui, un pompier, on l'a appris également, a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un incendie forestier. Ça s'est passé dans la commune de Sabugal, dans le nord du pays. La présidence portugaise a présenté ses condoléances à la famille de la victime et c'est la 4e victime des incendies de l'été au Portugal. Notre économie à présent en France avec l'argent et cette conséquence à la récente baisse du taux du livret A. C'était en juillet. Depuis 10 ans, on assiste pour la première fois à une décollecte. Ça veut dire qu'on a plus retiré d'argent que déposé sur ce fameux compte d'épargne. Oui, le différentiel s'élève à 70 millions d'euros au mois de juillet selon la Caisse des dépôts. Une question se pose, vers où les Français déplacent-ils alors leur épargne? Élément de réponse avec ce reportage de Laura Baquet, Déborah Roch et Clément Gauvin. C'est le livret préféré des Français. Mais depuis le 1er août, le livret A ne rapporte plus autant qu'avant et certains épargnants envisagent de s'en détourner. C'est le cas de Séverine. Mais je vais essayer de trouver un autre placement. Me retourner peut-être vers un autre livret. Mais ce qu'on recherche quand même aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un rendement de cet argent qui est placé. Que rapporte le livret A désormais sur une année? Sur un livret rempli au plafond, l'ancien taux vous aurait rapporté 551 €. Avec le nouveau taux, c'est 191 € de moins. Les épargnants ont déjà plusieurs alternatives en tête. Je pense aux actions, par exemple en bourse. Je pense un peu à des obligations d'État, mais dans les marchés émergents. Je vais rebasculer ça sur une autre épargne qui rapporte mieux. Par exemple, une assurance vie. Le fonds en euros de l'assurance vie justement, principal concurrent du livret A. Celui-ci propose un taux moyen de 2,6% de rémunération actuellement. Mais selon cet expert, il présente des inconvénients. C'est un peu moins liquide que le livret A, c'est-à-dire que si vous mettez l'argent sur le fonds euro de l'assurance vie et que vous cherchez à le récupérer, ça ne sera pas aussi instantané que le livret A, ça pourra prendre quelques jours. Parlons aussi du fait que les intérêts que vous touchez sur le livret A sont totalement défiscalisés, ce qui n'est pas le cas des autres produits d'épargne. Au total, les Français cumulaient plus de 450 milliards d'euros sur leur livret A fin juillet, selon la Caisse des dépôts. Allez, l'infotrafic tout de suite. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et on va souhaiter bon courage à bon nombre de téléspectateurs puisque les vacances s'achèvent pour bon nombre d'entre vous et en témoignent les prévisions de trafic de bisons futés. C'est rouge dans tout le pays ce samedi dans le sens des retours et même noir sur le bassin méditerranéen. Et il y a donc ceux qui rentrent, mais aussi certains chanceux qui vont, eux, débuter leur congé. On va retrouver Frédéric Fernandez à Annecy. Frédéric, vous attendez les vacanciers de la fin août et le bilan, on peut le dire, est déjà plutôt bon pour les 2 mois écoulés. En cette dernière semaine donc de vacances, certains viennent d'arriver alors que d'autres touristes viennent de quitter leur emplacement de tente. C'était notamment ce matin l'heure de faire les bagages, de tout remballer, soit dans les voitures, dans les camping-cars, etc. Mais c'est aussi l'heure pour justement vous, Serge, qui êtes le gérant de ce camping, de faire un premier bilan de la saison. Dites-nous, quel bilan vous faites? Un bilan très positif, ma foi. On a eu beaucoup de monde et surtout un très bon climat. Ça vraiment en fonction du temps, que les gens viennent, restent ou pas. Et c'est vrai que cette année, on a été vraiment gâtés. Quelle fréquentation peut être sur juin, juillet, août, des chiffres? Des chiffres, on avait une moyenne de taux de remplissage de 95% en juin, 100% en juillet, et là, on va arriver à 100% en août. Donc, même si le commerçant se plaint, nous, on se plaint pas. Dites-moi, est-ce que j'entendais tout à l'heure le téléphone sonner, vous êtes obligé de dire à toutes les personnes qui appellent que vous êtes encore 100% complet? On est complet encore. Mais là, ça va changer dès demain. Dès demain, ça va commencer à se libérer et ça va être comme ça jusqu'à notre fermeture qui est prévue le 2 octobre.
Comment se passe aussi peut-être un mot sur l'arrière-saison? Là aussi, il y a quand même pas mal de réservations, de plus en plus au fur et à mesure des années. De plus en plus, ouais. On va dire les jeunes retraités sont aussi très nombreux. Et encore une fois, c'est le climat qui vont les faire venir ou pas. Dès qu'il fait beau, il y a une plage de météo sur 8-10 jours de beau temps. On est sûr de récupérer beaucoup de monde. Merci beaucoup pour votre témoignage, Serge. Donc, des vacances qui touchent à leur fin pour certains, pour d'autres, elles commencent, puisque par exemple, ici, dans ce camping aujourd'hui, il y a 40 départs, mais aussi 40 arrivées. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Tout de suite, la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec RentreDiscount.com. Yes! RentreDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. C'est un temps calme et ensoleillé qui s'annonce pour ce dimanche avec des conditions anticycloniques. À noter uniquement en matinée quelques passages nuageux au nord du pays et quelques averses pour les Alpes frontalières ou encore le nord-est de l'île de Beauté. Sinon, c'est déjà très lumineux dès le lever du jour dans l'après-midi. Assez peu d'évolution. On retrouve ces quelques cumulus pour le nord du territoire. Encore quelques averses entre l'extrême sud-est et le nord-est de la Corse. On note quelques orages possibles du côté des Pyrénées-Orientales et puis le ciel sera un petit peu plus dense, un voile nuageux un petit peu plus épais du côté de la pointe bretonne et le Mistral soufflera jusqu'à près de 40 km/h. Du côté du Mercure, au lever du jour, seulement 8 petits degrés à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Paris ou à Bordeaux, 17 degrés autour du golfe du Lion, 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on observera une hausse des températures particulièrement sensible du côté du sud-ouest du territoire, 31 degrés pour Limoges, pour Bordeaux ou encore Toulouse. Sinon, 25 degrés pour la capitale, 27 à Lyon ou sur la Côte d'Azur et 30 degrés à Marseille. Par la suite, nous allons conserver lundi un temps encore calme, plus ensoleillé au nord du territoire qu'au sud, avec sur cette frange sud quelques averses attendues, quelques coups de tonnerre encore possibles en Corse ou encore du côté des Pyrénées-Orientales. Puis à partir de mardi et pour ce milieu de semaine, l'arrivée de l'ancien ouragan Erin qui devrait apporter pas mal d'instabilité orageuse déjà présente mardi. Ça arrive par le nord-ouest du territoire. On pourra avoir aussi quelques orages sur les régions centrales et puis cela va toucher une bonne partie du pays pour mercredi, mais pas seulement. Ce sera le cas aussi pour jeudi et ces orages devraient durer jusqu'en fin de semaine. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Il est 17h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Dans l'après-info, aujourd'hui, nous parlons de ce gérant de parc de loisirs des Pyrénées-Orientales qui aurait refusé l'accès de son site à 150 enfants israéliens. Il est actuellement en cours de déferment devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Il nie toujours les faits qui lui sont reprochés. Nous retrouverons notre envoyée spéciale Marine Mulset sur place dans un instant. Dans l'actualité aussi, la rentrée politique qui s'annonce mouvementée alors que se tiennent les universités d'été de plusieurs partis. Les contours de la participation au mouvement citoyen Bloquons tout du 10 septembre se précisent. Les syndicats continuent de réfléchir. Et pour parer à la contestation sur son budget 2026, François Bayrou annonce une conférence de presse lundi à 16h. On en parle en plateau avec Léopold Audebert dans un instant. Le sud-est de la France qui reste vigilant face au risque de feux de forêt. 6 départements restent en vigilance orange ce samedi, notamment dans la Drôme où les vacanciers sont nombreux sur l'autoroute A7. À une semaine de la fin des vacances, il faut donc redoubler de prudence. Nous serons aux côtés des automobilistes avec Mathias Arès dans un instant.
Dans les Pyrénées-Orientales, la garde à vue du gérant d'un parc de loisirs qui aurait donc refusé l'accès à son parc, à son site, à 150 enfants israéliens se poursuit. On fait le point avec vous, Marine Mulset. Vous êtes notre envoyée spéciale dans les Pyrénées-Orientales avec cette nouvelle que l'on vient d'apprendre. Le suspect a donc été déféré devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Oui, le gérant du parc est en cours de déferment devant l'autorité judiciaire de Perpignan qui va décider des suites judiciaires dans cette affaire. Alors après avoir nié les faits durant sa garde à vue et fait état de convictions personnelles, le suspect évoque désormais un argument technique et de sécurité. Il a expliqué aux gendarmes avoir vécu l'an dernier une mauvaise expérience avec un autre groupe d'Israéliens qui auraient eu du mal à appliquer les consignes de sécurité du parc du fait, dit-il, de la barrière de la langue. En garde à vue, il avance. Je suis vraiment désolée. Donc en garde à vue, excusez-moi, il avance avoir eu peur de générer des troubles en accueillant ces jeunes. Merci beaucoup Marine Mulset d'avoir été avec nous dans les Pyrénées-Orientales. Le gérant est donc en cours de déferment, c'est l'information que l'on apprend ces dernières minutes. On en vient à cette rentrée politique qui s'annonce donc mouvementée. On va en parler avec vous, Léopold Audebert. On a appris en fin de matinée que François Bayrou prendra la parole lundi sous la forme d'une conférence de presse un peu surprise. C'était pas prévu à l'agenda. Totalement surprise. Absolument pas prévu à l'agenda. L'entourage même de François Bayrou qui découvre cette conférence de presse et qui n'est pas capable vraiment de nous donner des détails sur les contours, on va dire dans le détail en tout cas de cette conférence de presse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, il sera fait allusion du budget 2026, explosif budget 2026 dans cette conférence de presse. Ce qui surprend tout le monde, c'est que cette conférence de presse, on a déjà eu une en fait au mois de juillet qui était déjà censée faire de la pédagogie, expliquer aux Français comment est-ce qu'on ferait des économies, secteur par secteur. On avait vu un diagramme qui expliquait vraiment ce qu'on allait faire, etc., les propositions du gouvernement. Même cette proposition sur la table des 2 jours fériés supprimés, certes, qui avait fait beaucoup parler, mais qui était là. Et on commence à voir depuis quelques jours, même si ça a toujours été le cas, que François Bayrou revient à la charge en disant « Attendez, on peut négocier, voir s'il n'y a pas d'autres jours possibles, d'autres marges de négociation. » Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que on se pose cette question, que va pouvoir apporter de plus François Bayrou qu'il n'a déjà apporté en juillet ? Entre-temps, la pédagogie s'est poursuivie avec un exercice distillé par petites vidéos sur les réseaux sociaux de François Bayrou qui expliquait aux Français pourquoi c'était, je cite, une nécessité cruciale que de faire des économies. Bon, il se trouve que ces vidéos, elles n'ont pas forcément été vues par tout le monde, notamment sur la plage ou même au moment des vacances chez tous les Français qui nous écoutent. Donc voilà, premier objectif, très certainement, refaire de la pédagogie. Deuxième objectif, éviter tant que possible que cette date du 10 septembre, qui est dans tous les esprits du gouvernement. Cette mobilisation citoyenne. Absolument, syndicats, partis politiques d'opposition puissent engendrer une espèce d'abcès qui gonflerait et donc une volonté de venir essayer de l'éteindre dès maintenant en rassurant. Pour ne pas que ça prenne les proportions peut-être que le mouvement des Gilets jaunes avait pris. Voilà, les Gilets jaunes qui sont dans tous les esprits, comme un fantôme, un sorte de spectre qui inquiète, notamment des membres de certains ministères qui nous en parlent, très directement d'ailleurs au service politique de BFM TV. Et puis le dernier intérêt, c'est essayer de faire dégonfler, et là c'est encore plus compliqué, cette potentielle motion de censure. Il y en a une qui a été déposée par la France Insoumise, enfin qui va l'être en tout cas dans quelques heures à la rentrée. Il sait qu'il est en danger, que son siège est éjectable. François Bayrou, il tente par tous les moyens d'ajouter cette carte de la conférence de presse pour expliquer ce qu'il veut faire. Est-ce que ça va suffire ? On verra. Un dernier point pour vous dire que la motion de censure, en l'état actuel des choses, on ne sait pas si elle passerait là, parce que c'est une question d'intérêt pour chaque parti aussi de dire si est-ce que ce calendrier nous est favorable pour telle ou telle raison. Eh bien là, on ne le sait pas, notamment du côté du Rassemblement national. Ça va encore une fois être de ce côté-là qu'il faudra regarder. Et ça, on en saura un peu plus normalement dans les prochains jours. Et toujours parlant de calendrier, justement, vous l'évoquiez, il y a cet autre rendez-vous qui avait été donné en début de semaine, notamment lundi, de la rencontre de certains membres du gouvernement avec les partenaires sociaux, avec également les groupes parlementaires pour parler de tout cela. Et à ce stade, quand on regarde les agendas qui nous sont envoyés dans la journée, on se rend compte que ça devrait être maintenu, que ce souci d'échanger pour arriver à un consensus, je vais bien tenter de le faire, ça va être très compliqué, est encore là aujourd'hui. Mais avec une annonce comme celle qu'on a aujourd'hui, cette conférence de presse surprise, tout peut vraiment changer. Et on verra dans les prochaines heures si tout est maintenu ou si tout change. En tout cas, ça annonce une rentrée vraiment explosive et on la suivra ensemble
dès lundi. Ça commencera dès lundi. Évidemment, avec cette conférence de presse à 16h donc sur BFM TV. Merci Léopold. On va rejoindre Antoine Léaumont qui est avec nous, député La France Insoumise de l'Essonne. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct donc de ces universités d'été qui se tiennent à Châteauneuf-sur-Isère. On parlait en plateau de cette motion de censure que Jean-Luc Mélenchon a confirmée. Est-ce que selon vous, elle a une chance d'aboutir ? Oui. La question ne dépend pas de nous d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a deux partis politiques qui sont placés devant leurs responsabilités. Le Rassemblement national d'abord, qui a eu quand même 8 occasions de voter la censure de François Bayrou et qui n'en a voté aucune dans la séquence précédente, et puis le Parti socialiste d'autre part, qui n'a voté que 2 fois sur 8 la censure. Du côté de la France insoumise, pour nous c'était clair, on a voté 8 fois sur 8 la censure, et je signale que si tout le monde avait suivi ce que disait la France insoumise à ce moment-là, on n'en serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas ce budget avec la suppression de 2 jours fériés, avec des économies toujours sur les mêmes, et puis avec une forme de nouveaux privilèges, de nouvelle aristocratie, l'aristocratie des riches, qui elle est toujours protégée et ne doit jamais payer sa juste part d'impôt pour éviter que l'effort repose sur tous les autres. 8e motion de censure de votre côté. Est-ce que vous espérez être rejoint par d'autres formations politiques justement donc à la réouverture des débats parlementaires pour enfin arriver à vos fins ? Ah bah c'est clairement l'objectif. Nous on fait pas des motions de censure pour faire joli ou pour faire bien à un moment donné. On fait la motion de censure pour faire tomber François Bayrou, son budget, son gouvernement. Je rappelle quand même qu'il y a monsieur Retailleau dans le gouvernement, que normalement quand on est de gauche c'est une raison suffisante de censurer ce gouvernement. Mais bien sûr que nous déposons cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et puis il y a avant cela le mouvement du 10 septembre qui appelle aussi à faire tomber ce budget, à faire tomber ce gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne la France insoumise, nous avons dit que nous nous mettions au service de ce mouvement. Si des gens souhaitent avoir notre aide ici ou là, eh bien, nous viendrons en appui, nous ferons ce qui est attendu de nous pour faire en sorte que ce mouvement ait un maximum de réussite. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi ? Quelle forme de soutien ? Ça peut ressembler à beaucoup de choses, c'est-à-dire nous avons, comme vous le savez, une certaine expérience de l'organisation d'événements, de manifestations, de mobilisations. Donc ça peut faire partie des choses auxquelles on participe. Mais il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire le fait que puisque ce mouvement demande à ce que le gouvernement tombe, eh bien nous en serons la traduction dans l'Assemblée nationale. Nous, la France insoumise, on a toujours essayé d'avoir ce rôle de marcher sur nos deux jambes, à la fois dans les luttes populaires, sociales dans la société, et puis d'un autre côté dans l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il y a une autre forme d'appui qui est celle qui peut être apportée par le mouvement syndical. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs organisations syndicales, locales ou dans certains secteurs d'activité qui appellent d'ores et déjà à la grève le 10 septembre. Je pense que plus il y a de gens qui se mettent en mouvement, plus il y a de gens qui se mobilisent contre ce budget, contre François Bayrou, plus nous faisons l'union populaire pour lutter contre ce gouvernement, plus nous avons de chance de le faire tomber et d'avoir un budget qui prenne enfin l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches. Antoine Léaumont, le gouvernement François Bayrou, en l'occurrence, semble prêt à lâcher du lest, notamment sur la mesure polémique des 2 jours fériés, peut-être aussi sur les avantages accordés aux politiques, c'est en tout cas ce qu'il laisse entendre. Est-ce que selon vous, il entend, il écoute quand même les Français et les retours qui sont faits ? Non, c'est pas ça qu'il fait. Le gouvernement de François Bayrou est malin et donc il a mis à un moment donné en circulation la question des 2 jours fériés et depuis le début, nous n'avons cessé de dire que les 2 jours fériés, c'était potentiellement une espèce de gros lot qu'on agite pour faire peur à tout le monde et puis qu'à un moment donné, on lâche les 2 jours fériés en disant bon bah c'est pas grave. Vous aurez remarqué que M. Bayrou disait vouloir 40 milliards au début et que là, avec les mesures qu'il a prises, il dit obtenir 43,8 milliards. Or, si on supprime les 2 jours fériés des mesures qu'il veut faire, on retombe à peu près sur les 40 milliards. Donc depuis le début, nous avons dit que les jours fériés, ça serait non, mais que tout le reste, ce serait non aussi. Donc il peut lâcher ce qu'il veut, il peut lâcher autant de lest qu'il veut. La montgolfière Bayrou ne s'envolera pas. D'accord ? La montgolfière Bayrou, elle n'a qu'une seule chose à faire, atterrir, et le plus tôt sera le mieux. Et pour ce qui nous concerne, nous voulons la dégager le plus vite possible. Donc le 23 septembre, première séance de l'Assemblée nationale, ça commencera par une motion de censure contre ce gouvernement et contre ce budget injuste. Le programme est très clair. Merci Antoine Léaumont, député à la France Insoumise de l'Essonne, de nous avoir accordé cet entretien. Au moins avec nous, il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Et un autre pas de doute non plus, c'est donc lundi 16h, cette prise de parole, cette conférence de presse du Premier ministre. Et surtout, cet autre rendez-vous que vous ne manquerez pas sur BFM TV, ce rendez-vous exclusif donc, l'interview de Jean-Luc Mélenchon depuis Châteauneuf sur Isère, où se tient, vous l'avez vu, cette université d'été de la France Insoumise. Interview accordée à 19h à suivre en direct à Anthony Lebos, notre journaliste politique. Le rendez-vous est pris bientôt, la rentrée. Et oui, dans une semaine à peine, il faudra y retourner. Alors vous êtes déjà très nombreux à rentrer chez vous ce week-end sur les routes. Le pic des embouteillages a été atteint peu après midi avec 813 km de bouchons cumulés. Mathias Sarès, vous êtes notre envoyé spécial sur l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon, c'est dans la Drôme, avec des automobilistes qui sont attentifs parce que d'autant plus la vigilance incendie est en vigueur dans votre département. Absolument. On a croisé beaucoup d'automobilistes qui ont mis plus de temps que prévu pour rallier leur domicile. C'est le cas de Riyad. Bonjour. Vous êtes parti de Marseille en début d'après-midi. Racontez-nous votre trajet. En fait, j'ai pris la route vers 13h30 pour Belfort. Et ça a été il y avait un peu de bouchons, ça accélérait, ça ralentissait, mais dans l'ensemble, c'était bien. Si je compte, vous êtes arrivé ici aux alentours de 17h. Vous avez mis un petit peu plus de temps que prévu depuis Marseille, 200 km. Oui, on a 2 heures de plus, 2h30 à peu près de plus qu'en temps normal. Et alors, sur ce trajet, est-ce que vous avez constaté un trafic fluide, des comportements adaptés? Non, le trafic n'était pas trop fluide, c'était plutôt ralenti, beaucoup de ralentissement. Ça accélérait, ça ralentissait. Et puis, comportement, c'est moyen, quoi. Des fois, il y a des personnes qui doublent par la droite, qui sont un peu énervées. Et puis, jusqu'à Belfort, il vous reste un petit peu de route. Vous allez peut-être couper? Oui, je vais couper ce soir. Ouais, je vais prendre un hôtel Ibis sur Villeurbanne et puis je vais me poser puis reprendre la route demain matin à la fraîche, quoi. Il y a une autre thématique, Riyad, qui nous intéresse, c'est qu'ici dans la Drôme, il y a une vigilance par rapport aux incendies parce que la végétation est très sèche. Comment est-ce qu'on prépare un voyage comme celui-ci pour justement adopter les bons gestes? On évite de jeter ses cigarettes par la fenêtre, comme c'est préconisé. Et puis on évite de s'arrêter sur des aires de repos et puis de jeter ses mégots. Et surtout, on ne fait pas surchauffer la voiture. Si elle chauffe, on s'arrête et puis on la laisse refroidir un peu. Génial. Merci beaucoup, Riyad. Faites attention sur la route. Et puis, les autres gestes à adopter, c'est de faire des pauses, évidemment, parce que les voitures, elles peuvent chauffer, notamment ici dans la Drôme, où la végétation est très sèche et il y a beaucoup de vent. Merci Mathias Sarès, en direct de cette aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme avec Marie-Lise Pariot pour les images. Risque d'incendie également élevé et il continue de ravager l'Espagne avec plus de 400 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Des incendies qui ont fait depuis ces 2 dernières semaines 4 morts. Le pays reste extrêmement vigilant. Il bénéficie notamment du soutien de sapeurs-pompiers français. Il y a quand même peut-être une bonne nouvelle. Elle est annoncée par la chef de la protection civile qui estime que la fin des incendies approche. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de nombreux incendies maîtrisés, stabilisés. Mais nous avons encore 13 incendies de forêt actifs dans 3 communautés autonomes et nous allons donc continuer cette surveillance, ce suivi permanent, 24 heures sur 24, de l'évolution de chacun d'entre eux. La guerre en Ukraine à présent est sur le plan diplomatique. La France a convoqué l'ambassadrice d'Italie en France après des propos jugés inacceptables. Ils ont été tenus par Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron pour son soutien à l'envoi de troupes en Ukraine. On écoute le vice-premier ministre italien. À Milan, on dirait accroche-toi au tram. Tu y vas si tu veux, mets ton casque, ta veste, ton fusil et tu pars en Ukraine. Je pense que Trump, avec ses manières qui peuvent parfois sembler brutales ou peu orthodoxes, réussit là où tous les autres ont échoué. Ramener Poutine et Zelensky à la table des négociations, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Il leur appartiendra ensuite de choisir le point d'accord. Mais certainement pas les armées européennes, le réarmement européen et les dettes communes européennes pour acheter des missiles ou autres déclarations à la Macron. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine, c'est certain.
Général Pellistrandi, on va parler avec vous de cette déclaration du vice-premier ministre italien qui a invité par ailleurs Emmanuel Macron à aller directement lui-même sur le front en Ukraine avec son casque et son fusil. Des propos provocateurs, mais on comprend sur le fond dans ce qu'il explique que ce qu'il ne souhaite pas, c'est voir une armée, des soldats, notamment donc italiens, soutenir l'Ukraine. Il n'a pas vraiment bien compris ce qui était en jeu. Oui, alors... Il faut souligner que Matteo Salvini est coutumier du fait et en fait, il est beaucoup plus proche des positions de Moscou que des positions de son propre gouvernement, le gouvernement de Giorgia Meloni, qui a réaffirmé notamment cette semaine son soutien à Volodymyr Zelensky. Voilà. Alors après, il y a l'autre aspect qui est la question de troupes. Mais en tout état de cause, les propos de Matteo Salvini sont extrêmement agressifs et en particulier, bien sûr, à l'égard du président de la République et de la France. La raison pour laquelle l'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée. Absolument. Alors, les relations entre la France et l'Italie sont des relations d'amitié. Il y a eu le traité du Quirinal qui a été signé en 2021 qui renforce les liens. Mais là, il y a une vraie provocation. C'est habituel chez Matteo Salvini. Au printemps, il avait été traité Emmanuel Macron de fou. Et donc là, il est nécessaire, en fait, de faire savoir au gouvernement italien que de tels propos sont inadmissibles venant d'un membre important du gouvernement. Il serait dans l'opposition au gouvernement italien. Bon, voilà. Mais là, il est membre du gouvernement. Et donc, en quelque sorte, il porte la parole du gouvernement de Giorgia Meloni. Et tout ça brouille quand même un petit peu le message parce qu'on se souvient en début de semaine de cette unité affichée à la Maison-Blanche autour de Donald Trump avec l'Italie, la France, c'était à Washington et quelques jours après, cette phrase. Exactement. Et sachant que Giorgia Meloni a toujours affirmé son soutien à l'Ukraine avec évidemment le point qui est l'absence en tout cas, le refus d'envoyer des troupes à l'issue d'un cessez-le-feu. Il faut bien comprendre, et c'est là où Matteo Salvini met de l'huile sur le feu, il n'est pas question d'envoyer des troupes européennes combattre contre les Russes. Il s'agit de préparer des mesures qui permettront, une fois un cessez-le-feu acquis, de participer à la sécurité de l'Ukraine. Mais là, voilà, Matteo Salvini est dans la provocation, comme il le fait de manière très régulière. On n'a pas encore entendu Giorgia Meloni prendre position sur ces déclarations. On imagine que c'est quand même gênant dans la démarche qui est entreprise au sein de cette coalition des volontaires. Oui, tout à fait. Et on le voit, j'ai regardé les titres de la presse italienne, la question est posée parce que... elle n'a pas réagi aux propos de son vice-premier ministre et donc elle se met en quelque sorte en porte-à-faux, notamment vis-à-vis de la France et de ses partenaires européens. Donc c'est une affaire à suivre, mais qui traduit aussi à la fois le niveau de tension qu'il y a au sein du gouvernement italien, mais également le fait que la situation en Ukraine est extrêmement compliquée et que l'on ne voit pas très bien, malgré le sommet qu'il y a eu à Washington, comment tout cela va finir. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, pour votre éclairage. Regardez à 17h49 ces images spectaculaires d'un volcan en éruption. Ça se passe à Hawaï. Ce volcan, il a repris son activité vendredi pour la 31e fois depuis le mois de décembre. Une éruption de lave de 30 mètres de haut, ce qui donne évidemment ces images spectaculaires, impressionnantes. Images qui sont d'ailleurs en direct, vous les voyez. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Heureusement, les habitations sont épargnées puisque ça se passe au sommet du volcan, ce cratère que l'on voit en feu. Restez avec nous, tout de suite la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance.
C'est un temps calme et ensoleillé qui s'annonce pour ce dimanche avec des conditions anticycloniques. À noter uniquement en matinée quelques passages nuageux au nord du pays et quelques averses pour les Alpes frontalières ou encore le nord-est de l'île de Beauté. Sinon, c'est déjà très lumineux dès le lever du jour dans l'après-midi. Assez peu d'évolution. On retrouve ces quelques cumulus pour le nord du territoire. Encore quelques averses entre l'extrême sud-est et le nord-est de la Corse. On note quelques orages possibles du côté des Pyrénées-Orientales et puis le ciel sera un petit peu plus dense, un voile nuageux un petit peu plus épais du côté de la pointe bretonne et le Mistral soufflera jusqu'à près de 40 km/h. Du côté du Mercure, au lever du jour, seulement 8 petits degrés à Clermont-Ferrand, 14 degrés à Paris ou à Bordeaux, 17 degrés autour du golfe du Lion, 21 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, on observera une hausse des températures particulièrement sensible du côté du sud-ouest du territoire, 31 degrés pour Limoges, pour Bordeaux ou encore Toulouse. Sinon 25 degrés pour la capitale, 27 à Lyon ou sur la Côte d'Azur et 30 degrés à Marseille. Par la suite, nous allons conserver lundi un temps encore calme, plus ensoleillé au nord du territoire qu'au sud, avec sur cette frange sud quelques averses attendues, quelques coups de tonnerre encore possibles en Corse ou encore du côté des Pyrénées-Orientales. Puis à partir de mardi et pour ce milieu de semaine, eh bien l'arrivée de l'ancien ouragan Erin qui devrait apporter pas mal d'instabilité orageuse déjà présente mardi. Ça arrive par le nord-ouest du territoire. On pourra avoir aussi quelques orages sur les régions centrales et puis cela va toucher une bonne partie du pays pour mercredi, mais pas seulement. Ce sera le cas aussi pour jeudi et ces orages devraient durer jusqu'en fin de semaine. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. Merci de nous avoir suivis dans l'après-info ce samedi. On vous laisse dans les mains de Samis Faxi pour Newsbox. Il reviendra notamment sur cette rentrée politique qui s'annonce agitée, raison pour laquelle probablement le Premier ministre s'exprimera lundi à 16h en conférence de presse. Bonne fin de journée sur BFM TV. Très belle soirée et Newsbox dans un instant.